Alors, rebonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer cette première table ronde de l'après-midi qui porte sur les enjeux politiques et organisationnels. On va pouvoir aborder les orientations stratégiques qui ont été mises en place dans chacune de vos organisations pour répondre aux demandes des personnes concernées par les violences sexuelles et sexistes en fonction des différents contextes, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Benjamin Sayous, directeur général de l'Institut français pour la justice restaurative, Marie-Ève Lamoureux, directrice du réseau Equijustice au Québec, Jessica Luisi, coordinatrice du séjour au Luxembourg, donc service de justice restaurative, Aurore Dachy, directrice de Médiante en Belgique, et Wendy Tullier, coordinatrice technique de l'ARCA, qui remplace Geneviève Volt, donc présidente de l'ARCA, et qui parlera en son nom, au nom de l'ARCA en tout cas, dans cette table ronde. Et puis Antonio Bonatesta, qui malheureusement ne pourra pas se joindre à nous cet après-midi. La table ronde va se dérouler en plusieurs temps où je poserai une question et vous pourrez répondre à cette question qui suscitera peut-être des réactions ou des questions de la salle, et puis on pourra, voilà, ainsi de suite. Je pourrais poser une deuxième question et comme ça créer plusieurs temps d'échange, et on dispose donc de 2 heures. Première question, ou en tout cas temps de présentation, pendant lequel vous pouvez peut-être présenter le contexte institutionnel dans lequel votre organisation évolue et dans lequel donc les demandes des personnes donc concernées par les violences sexuelles sont prises en charge. Et puis peut-être aborder la manière dont les demandes des personnes qui n'ont pas porté plainte ont été envisagées, si elles ont été envisagées et s'il y a eu ce type de demande. Donc voilà, je vous propose peut-être de commencer là dans l'ordre. Merci. Oui, donc alors l'Institut français pour la justice restaurative, nous, notre travail, se situe, on est une association nationale qui intervient sur tout le territoire et qui donc a une mission pas simplement d'animation de mesures, mais aussi d'appui et principalement d'appui méthodologique, d'accompagnement, de formation de tout le réseau qui met en place des mesures de justice restaurative à travers des programmes en partenariat, principalement entre associations des victimes, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse. Et donc des conventions qui sont signées par tribunaux judiciaires et qui ont vocation à proposer une offre de justice restaurative sur un territoire donné auprès de toute personne victime, toute personne autrice, qui s'inscrivent cependant dans le cadre d'un article 10-1 du Code de procédure pénale qui dit « dans toute procédure pénale à tous les stades de la procédure ». Alors là aussi, ça fait partie, on a beaucoup parlé depuis le début de ce séminaire du fait qu'il y avait eu des évolutions et cette lecture de toute procédure pénale à tous les stades de la procédure, tout le monde n'a pas forcément toujours eu la même lecture de ce que ça impliquait. Notamment, pendant un temps, c'était vraiment une procédure pénale active. Donc nous, il a fallu vraiment qu'on essaye de convaincre sur le fait qu'il y avait une pertinence à accepter que l'article 10-1 puisse s'appliquer, y compris dans les situations de classement sans suite, de non-lieu, enfin dans toutes les situations où les juridictions avaient eu, ou en tout cas la justice avait eu connaissance des faits, et que le ministère de la Justice appelle l'extrajudiciaire, que nous on appelle le judiciaire, hein, comme ça on soit bien clair, parce que pour nous, l'extrajudiciaire, c'est vraiment toutes les situations qui ne sont absolument pas référées aux autorités, pour lesquelles les personnes souhaitent engager un processus de justice restaurative, mais qui ne souhaitent pas que les faits soient portés à la connaissance des autorités. Donc voilà, ça c'était pour faire une première précision. Donc nous, notre activité aujourd'hui, c'est principalement dans le champ judiciaire, c'est-à-dire à la fois parce qu'on accompagne des structures qui interviennent dans le judiciaire, ou parce que nous-mêmes, on intervient subsidiairement à celle-ci, c'est-à-dire dans toutes les situations où localement il n'y a pas de programme, où le programme a trop de demandes et nous on intervient en complément.
Le fait est qu'aujourd'hui, ça se produit de plus en plus, puisque dans le judiciaire, rien que pour les 6 premiers mois de l'année, j'avais préparé des schémas, mais ça sera trop compliqué. Donc, donc rien que pour les 6 premiers mois de l'année, on a sur l'ensemble du territoire recensé, donc c'est pas simplement l'IFJR qui a conduit ces mesures, hein, c'est vraiment tout un réseau d'acteurs, plus de 300 mesures, hein, je n'ai pas les chiffres précis parce que du coup, voilà, mais plus de 300 mesures de justice restaurative, ce qui représente un tiers de plus en 6 mois que toute l'année précédente, qui était elle-même 2 fois plus que l'année précédente, qui était 2 fois plus que l'année... Enfin, bon, bref, il y a une nette augmentation de ces situations. Sur ces 300 situations, bah, c'est près de plus de 60... plus de 50% des mesures de... J'essaye de me rappeler de mes schémas de tête. Hein. Plus de 50... Non, c'est pas grave. Plus de 50% des mesures de justice restaurative concernent des violences sexuelles et sexistes, dont 30% d'inceste. Le reste, c'est principalement des violences intrafamiliales, donc à peu près pour 35%. De tête, hein, encore une fois. Mais les proportions, c'est voilà, vous avez un camembert, vous avez violence sexuelle, violence conjugale, et il reste à peu près 10%, il y a 6% d'homicides et 10% de autres infractions. Donc voilà, les violences sexuelles et sexistes représentent quand même une part extrêmement importante. L'inceste représente une part très importante. Et donc là, ça montre aussi qu'il y a une vraie pratique aujourd'hui, un vrai repérage de l'offre de justice restaurative pour répondre à ces situations-là. Donc dans le judiciaire, on a fait un certain nombre... ce qui aujourd'hui est un grand nombre de mesures au regard des capacités actuelles du système à faire de la justice restaurative. Mais on a aussi enregistré, et c'est ça sur lequel il faut s'attarder, c'est que par ailleurs, il y a plus de 400 demandes qui sont en attente aujourd'hui. Plus de 400 demandes de justice restaurative qui sont en attente qu'un animateur ou une animatrice soit en capacité de pouvoir y répondre. Avec des endroits où il y a des poches de plus de 50 demandes en attente parce que les partenaires locaux n'ont pas la capacité matérielle, humaine en fait, de pouvoir répondre à ces demandes-là. Et la proportion est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a une grosse part de violences sexuelles et sexistes, une grosse part d'inceste, notamment, et aussi sinon de la violence conjugale. Bon, pareil. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice restaurative, et surtout sur les violences sexuelles et sexistes, le potentiel serait 2 fois plus important en réalité, en termes de demande. Mais aujourd'hui, mais là on parlera après des difficultés. Donc voilà, ça c'est à peu près l'activité en termes dans le judiciaire et dans l'extrajudiciaire. Donc c'est-à-dire des situations pour lesquelles il n'y a pas volonté de dépôt de plainte de la part des victimes et pas information des autorités. Il y a plus d'une 50aine de demandes qui aujourd'hui sont parvenues à notre institut. Et je parle là sur les 6 premiers mois de l'année. Hein. Voilà. Je ne parle pas des mois après, parce que là, on n'a pas sorti les stats. Donc, dans cette part-là, il y a la question de qu'est-ce qu'on en fait ? Puisque le cadre qui est prévu dans le judiciaire, ce n'est pas ces situations-là. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il n'y a absolument pas question de financement sur ces situations-là. Mais ça, entre guillemets, je dirais, ça c'est entre guillemets un problème secondaire, même si ça a son importance, parce que quand même une 50aine de demandes, ça veut dire quand même du temps à y passer. Mais il y a aussi la problématique de comment matériellement pouvoir les réaliser au regard d'un certain nombre de contraintes dont je parlerai tout à l'heure sur le cadre légal qui vient presque d'une certaine manière nous empêcher de réaliser ça dans la mesure où il y a dans un certain nombre de ces situations, il va y avoir des personnes qui vont décider finalement de déposer plainte ou d'informer les autorités. Je précise que sur les 51, il y a 6 auteurs de faits qui nous ont contactés et qui, certains ont décidé que l'on porte, nous, pas eux, mais que nous, on porte l'information aux autorités. Voilà. Au risque d'être peut-être poursuivi, etc. Mais pour pouvoir faire de la justice restaurative. Et puis il y a aussi tout un... Alors, donc, il y a, dans ce lot, il y a une part pour lesquelles on n'a pas d'obligation d'informer les autorités. Donc là, on peut le faire et on le fait. Mais il y a toute une part où
presque d'une certaine manière, ça serait commettre une infraction que de ne pas référer aux autorités. Et donc là, c'est des situations pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Bon, ça, c'est pour le contexte, je dirais. Est-ce que tu pourrais détailler les situations dans lesquelles tu as senti que tu étais contraint de dénoncer du coup, je vais aborder les limites. Donc, en gros, il y a 2 articles dans le code pénal qui posent les principes pour lesquels à n'importe quel citoyen qui a connaissance d'une infraction doit référer. C'est-à-dire des crimes qui produisent encore des effets ou susceptibles de récidive, et tout ce qui va relever des mauvais traitements, maltraitances, etc., à l'égard de personnes en situation de vulnérabilité. Sur les violences sexuelles, on a quand même, notamment en cas d'inceste, on a quand même des situations où potentiellement l'auteur est susceptible de récidiver. Mais donc ça c'est les 2 textes qui nous posent problème. Il y a un troisième texte qui nous pose problème, c'est l'article 10-1. Parce que l'article 10-1, il pose un principe de confidentialité, mais il ne pose pas un principe de secret professionnel pour les animateurs et animatrices de justice restaurative. Ça veut dire que, parce que les articles 434-1 et 434-3 du Code pénal disent si le professionnel est tenu au secret professionnel, il a une certaine faculté d'appréciation autour de ces situations de référé, notamment par rapport à une problématique de danger, parce que le secret professionnel, c'est extrêmement important. On peut pas, ça repose sur la relation de confiance qui existe entre le professionnel et son patient, la personne qui l'accompagne, je pense notamment aux médecins, aux travailleurs sociaux, etc. L'avocat, son client. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut lever comme ça facilement. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une situation de danger avéré qui conduise à ce que le professionnel réfère. Mais c'est pas le cas du citoyen lambda. Le citoyen lambda, lui, il n'a pas à se poser de questions, il doit le faire. Sans compter les fonctionnaires qui ont, avec l'article 40 du Code de procédure pénale, qui ont l'obligation de référer toute infraction. Donc là, c'est même pas les crimes, c'est toute infraction. Et il y a quand même une part significative de fonctionnaires qui font de la justice restaurative. Donc, on est dans la situation où, parce que l'article 10-1 ne pose pas un principe de secret professionnel, mais simplement de confidentialité, et la confidentialité ne peut pas être assimilée à un secret professionnel, et bien à ce moment-là, ça veut dire que dans les situations de crime, même si le risque de récidive n'est pas avéré, mais simplement potentiel, bien, c'est les situations où on doit référer aux autorités, parce que sinon, on s'expose à... imaginons qu'il y ait, dans une situation d'inceste, l'oncle qui a violé le petit garçon, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, en réalité, il en a violé d'autres et qu'il a même continué après. Eh bien, là, le risque, c'est qu'après, un procureur dise « vous étiez au courant, vous auriez dû référer, vous ne l'avez pas fait, c'est une infraction ». Donc il y a un risque pénal qui peut poser sur les organisations qui vont mettre en place ce genre de choses. Donc, sur cette situation-là, quand je dis, par contre, c'est là où on aboutit à des situations un peu, comment dire, ça c'est le problème d'être dans le système de justice pénale, c'est qu'on est astreint à ses limites. C'est-à-dire qu'une agression sexuelle, au sens juridique du terme, ce n'est pas un crime, donc il n'y a pas besoin de le dénoncer. Par contre, un viol, là, c'est un crime, il y a l'obligation de le dénoncer. Donc, on est d'accord qu'on ne va pas tomber dans les mêmes affres du système de justice pénale à se poser la question pénétration, pas pénétration, etc. Enfin, je fais référence à l'intervention de Catherine Rossi. Donc voilà. Donc ça, c'est la problématique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous, dans ces situations, tout de suite, on informe les personnes. Attention, là, dans ces situations, sachez qu'on est peut-être susceptible de devoir informer les autorités. Et après, on redonne le choix à la personne que de pouvoir dire je veux continuer, quitte à ce que vous soyez obligé d'informer ou que moi-même, je décide de porter plainte ou de me dénoncer aux autorités. Voilà.
Je sais pas si ça... Enfin, du coup, j'ai un peu avancé sur le reste, mais bon, voilà. C'est à peu près les données du problème, je dirais. Après, comme je dis, si jamais il y a un texte qu'on aurait zappé, ou je suis preneur, hein, vraiment. Mais voilà. Donc, pour Equijustice, on change de pays. Donc, Equijustice étant au Québec, vous m'avez entendu parler ce matin des moments où Equijustice intervient en justice des mineurs, donc dans des situations, effectivement, qui peuvent avoir trait à notre sujet, là, sur les violences intimes. Je vais vous tracer juste trois moments qui me semblent être importants pour vous cibler un service spécialisé qu'on a dans des situations non dénoncées. Mais je reviens, ma première étape est de vous dire qu'Equijustice œuvrait dans des situations qui étaient plus à l'extérieur des procédures régulières, donc pour des crimes qui étaient relativement moins graves, si vous voulez, au début. Puis dans ces situations-là, il y avait des possibilités pour un auteur et une victime de se rencontrer. On parle d'il y a plus de 40 ans. Si vous avez bien écouté Serge en cours de route hier, il a été question dans le parcours d'Equijustice d'aller voir si l'approche qu'on avait à ce moment-là en médiation, si cette approche pouvait être performante ou du moins adéquate pour des situations de crimes plus graves, dont des violences sexuelles. Serge et une délégation sont allés voir Umbright. Si vous avez écouté hier, c'est de lui qu'on parlait. Et la délégation sont revenus en disant l'approche qu'on utilise n'est pas la meilleure pour les situations de crimes plus graves. Donc, à ce moment-là, dans notre évolution à Equijustice, ça a été question de développer une approche qui s'est avérée l'approche relationnelle aujourd'hui, mais qui était une approche dans laquelle on changeait une posture plutôt de négociation entre les personnes à la recherche d'intérêts et de besoins, plutôt une approche qui était centrée sur les personnes avec des moments préparatoires auprès de chacun. Je vous raconte ça parce que dans le parcours d'Equijustice, il y a été un moment où, grâce, je pense, à cette délégation, quand a été le temps qu'on développe la possibilité de médiation dans les cas de crimes plus graves, donc à l'intérieur des tribunaux, on avait une approche, on avait une compétence qui a été développée pour agir dans ces situations-là. On parle autour des années, j'imagine, 2005-2008. Est-ce que je me trompe, mes collègues? Qu'on appelait chez nous le développement du dialogue dans un contexte précis au niveau judiciaire. Ça, c'est une première partie que je voulais vous dire. En parallèle, depuis fort, fort longtemps dans notre réseau, on œuvre non pas dans les situations que je suis en train de vous parler judiciaires, mais bien dans les collectivités, dans ce qu'on appelle chez nous la médiation sociale. Donc, dans tout type de situations qui peuvent se passer entre citoyens qui ne sont en aucun cas nécessairement judiciarisés. On peut parler des situations de conflit, de voisinage, par exemple, mais ça peut être aussi des situations de tension intrafamiliale, des difficultés entre un commerçant, une personne qui a reçu des services. Donc, il y a fort longtemps que dans notre réseau, on travaille dans un contexte de médiation non judiciarisé, dans un contexte de médiation sociale. Je vous parlais de ces deux moments-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment... Ah oui, puis il y a un autre moment qui me semble être important. Je vais quand même vous dire, si vous avez suivi Serge hier aussi, il vous a parlé qu'il est devenu médiateur au service correctionnel 2004, hein, je ne me trompe pas, en 2004, et qu'il y avait des fatigants, dont je faisais partie, qui lui posaient beaucoup de questions sur « Oui, mais qu'est-ce que tu fais de différent quand les situations sont si graves? Comment tu fais? Qu'est-ce qui est différent? » Et avec ces questions et avec ces réponses, avec nos questions et ces réponses, je considère qu'on a gagné beaucoup en compétences et en crédibilité pour agir dans des situations plus graves. Donc, il y a eu ces trois moments-là qui ont fait en sorte qu'à un moment, dans votre vie, comme dans celle du Québec, a été question du mouvement MeToo. Et c'est à ça que je vais arriver. Je vais laisser la parole après. Dans le contexte du mouvement MeToo, il y a eu majoritairement des femmes qui ont contacté les Equijustice dans une intention de prendre la parole, ne sentaient pas prendre la parole nécessairement dans les procédures judiciaires, ne sentaient pas nécessairement prendre la parole sur les médias sociaux, mais souhaitaient être accompagnées pour parler à leur père, leur frère, leur mère, des abus qu'ils avaient vécus dans l'enfance. Si je vous ai parlé des trois autres boules, des trois autres moments que je viens de vous parler, ces moments-là ont amené les Equijustice, quand ces demandes précises que je viens de vous parler sont arrivées, les Equijustice se sont sentis compétents pour les recevoir. Donc, dès les premiers moments, parce que c'était des situations qui étaient à la fois
délicate et dans laquelle on sentait qu'on avait des compétences, mais à la fois aussi dans un monde de la médiation sociale, sans cadre, on sentait qu'on était en mesure de les recevoir. Pas tout le monde, ceux qui étaient peut-être plus près des meilleures pratiques ou ceux qui ont été peut-être le plus près des 1000 questions qu'on a posées à Serge, on a senti qu'on était en mesure de prendre ce type de demande-là. C'est commencé la première année à quelques demandes, 5, 6, 10. Et à chaque année, un peu comme Benjamin, tu disais, ben, ça a été une augmentation du double, du triple. Par exemple, l'année dernière, c'est plus de 150 personnes qui ont demandé, dans un contexte précis, comme je viens de vous décrire, des services de justice réparatrice, finalement, pour prendre la parole, pour parler à son frère, à un ami, majoritairement dans des contextes de violence sexuelle, mais aussi dans des contextes de violence intime ou conjugale, si vous voulez. Et ça, sans promotion nécessairement de nos groupes. À l'heure actuelle, on en fait de plus en plus, mais c'est des gens qui nous ont trouvés pour être soutenus dans cette réalité-là qu'ils cherchaient. Majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes, et majoritairement des personnes qui ont, dans un contexte de victimisation, mais également des auteurs aussi, qui cherchent à être accompagnés parce qu'ils ont tenté, dans tout le mouvement MeToo aussi, pris conscience de certaines choses et tenté de prendre contact avec la personne qui les a dénoncés, sur les médias sociaux, par exemple, mais une fin de non-recevoir ou même pas compétent pour prendre contact avec l'autre, donc cherchant du soutien dans ce contexte-là. Je vais m'arrêter ici pour cette section-là, mais la question sur les situations non dénoncées, c'est dans ce contexte-là. Non dénoncées aux autorités policières, hein, parce que je tiens quand même à dire que les gens dénoncent leur situation dans ces contextes-là. On vous fait voyager, donc du coup, on va partir sur le Luxembourg. Donc, merci encore une fois. Je tenais à remercier l'association La Valise pour l'invitation et pour nous permettre effectivement d'avoir ce séminaire de travail. Et je pense que chacun d'entre nous en bénéficie vraiment des échanges hyper enrichissants. Donc, je vais essayer d'être concise par rapport à la première question, effectivement, sur un petit peu le cadre politique et l'institutionnalisation. Et là, je tenais vraiment à faire un petit clin d'œil à Serge hier parce qu'il parlait un petit peu des dangers de l'institutionnalisation de la JR. Et je m'attarderai à dire effectivement que je pense que le Ségur est un exemple peut-être très important ou en tout cas un exemple flagrant que peut-être une institutionnalisation précipitée peut être un danger en fait. Et donc je vous explique un petit peu le contexte luxembourgeois. Donc notre texte, donc notre base légale en JR a été transposé dans notre base légale, donc dans le CPP en 2017. Et en fait à l'époque les législateurs, on n'avait ni service ni personne formée et donc on devait un petit peu choisir vers quelle orientation aller. Et du coup, les législateurs ont à l'époque se sont inspirés très fortement du texte français, donc de l'article 10-1. Et donc là aussi, toutes les difficultés dont Benjamin évoquait tout à l'heure, c'est des difficultés que nous, on a rencontrées un petit peu sur le terrain. Je dis toujours, je pense que quand on construit une maison, on devrait commencer par les fondations. Et nous, en fait, on s'est permis de mettre ces fondations alors qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait mettre dessus, en fait. Et c'est là un petit peu toute la problématique. Et c'est important peut-être de vous expliquer ça pour ensuite vous expliquer toute la démarche qui a un petit peu bougé le Ségur à demander une révision de cette base légale. Parce que non seulement on a été fortement inspiré par cette base légale, mais en plus on n'avait pas du tout la circulaire qui venait repréciser certaines choses. Donc on avait, selon nous, une transposition complètement incomplète de cette directive de 2012 sur laquelle se basait notre base légale. Et ça a rendu effectivement les choses plus compliquées. Je pense que quand on veut trop vite institutionnaliser, on perd en flexibilité, on perd en marge de manœuvre, on perd en possibilité de faire des expériences, surtout pour un jeune service comme le nôtre. Je pense qu'on est le service le plus jeune qui existe que depuis 2021, officiellement. L'équipe a été formée bien avant, donc entre 2018 et 2019.
Donc hier, on a beaucoup parlé aussi, à un moment donné, je ne sais plus de quelle table ronde, mais on a parlé de la reconnaissance des faits. Et ça a été un des premiers points pour nous, d'un peu où on a sonné l'alarme en disant cette reconnaissance des faits, elle nous pose énormément de problèmes. Elle nous pose énormément de problèmes parce que c'est en fait un prérequis que la base légale nous impose de respecter, alors qu'elle ne respecte pas la philosophie même de la justice restaurative. On se voyait mal, tout simplement, ne pas permettre certains processus, seulement parce qu'il n'y avait pas une reconnaissance des faits de la manière dont la justice le définit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un travail de notre part de dire, en fait, il y a plein de choses dans cette loi, on a besoin d'expliquer notre travail pour expliquer pourquoi on n'est pas d'accord sur certains points qui se retrouvent dans cette base légale. Et donc, on a vraiment demandé assez rapidement à notre ministère, qui nous a suivis dans le sens de dire on a besoin de passer par une révision. Donc là, je vous parle depuis 2017, la loi, le service a été créé en 2021. Et on a assez rapidement demandé à ce qu'on puisse travailler sur une révision de cette base légale. Notamment effectivement pour cette transposition incomplète. Donc, je rappelle la directive en fait de 2012 parle d'une reconnaissance partielle des faits, alors que la base légale elle reprend juste une reconnaissance des faits. Et qu'est-ce que voulait dire reconnaissance des faits pour nous ? Je veux dire, même dans des réunions assez officielles avec la magistrature, ils étaient totalement d'accord pour dire mais ça n'a aucun intérêt qu'un service de justice restaurative vienne évaluer une reconnaissance des faits comme prérequis. En fait, on doit travailler avec les prérequis des personnes qu'on accompagne et pas imposer des prérequis juste pour autoriser une démarche de JR. Donc ça, c'était un des points vraiment importants. Le deuxième point qui nous a posé problème, et je veux dire là, c'est vraiment pour que vous compreniez le cadre, parce qu'on est quand même aux prémices en fait de notre existence. Et donc, je pense que les questions des difficultés vont se poser plus tard. Mais il y avait aussi la question du contrôle du procureur général d'État. J'y tiens aussi à dire quelques mots là-dessus, parce que nous, au début, on avait ce contrôle du procureur général d'État, mais personne ne savait définir en quoi consistait ce contrôle du procureur général d'État et quel était finalement l'intérêt de contrôler. Qu'est-ce qu'on contrôlait ? Est-ce qu'on contrôlait quelles mesures pouvaient être acceptées par le service ? Est-ce qu'on contrôlait le travail que faisait le service ? Enfin, Et donc, on était dans le flou total. Et au début, en fait, le parquet nous a dit, effectivement, par exemple, pour tout l'avant-jugement, et là, Benjamin l'a dit aussi, avec toutes les problématiques que pose le pré-sententiel, ils nous ont clairement dit, voilà, on vous laisse faire vos premières expériences sur le terrain, mais voilà, essayez de vous maintenir plus dans une phase post-sententielle et éviter un petit peu le pré-sententiel. En tout cas, c'est ça le message qu'on nous a donné dès le départ. Et donc là aussi, bien sûr, ça nous a posé problème parce qu'on est de l'idée, et ça j'ai effectivement oublié de le dire, mais notre équipe, en fait, quand il y a eu cette transposition, ou plutôt cette inspiration du texte français, en 2018, le ministère de la Justice luxembourgeois a décidé de choisir le modèle belge. Donc en fait, on a été formés, notre toute première formation du volet pratique a été faite par Mediante. Et donc, on connaissait ce modèle très inclusif de la JR, on connaissait ce modèle avec un devoir d'information à tout stade de la procédure pénale. Donc, c'est ça qu'on connaissait, on est né là-dedans. Donc, en fait, revenir ensuite et être confronté à cette base légale qui représentait pas du tout la philosophie qui nous avait été enseignée par Mediante à l'époque, ça a posé pas mal de difficultés. Et donc, on a réussi, c'était une petite victoire en 2023, à supprimer ce contrôle du procureur général d'État. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres modifications dans la base légale, mais pour vous dire que c'est un projet que le ministère de la Justice a mis en place. Donc, nous sommes actuellement vraiment un groupe de travail qui travaille sur la révision de la base légale. Mais tout ça pour dire que même dans les cas de violences sexuelles, la question de la reconnaissance des faits se pose effectivement parce qu'on ne peut jamais parler, et aussi pour l'avant-jugement, le fait qu'un prévenu, qu'un mis en cause accepte de participer à une mesure de JR ne peut pas être pris comme un aveu judiciaire. On tenait vraiment à le dire et à faire qu'il n'y ait pas de conséquences en fait, à ce que les personnes s'insèrent dans un processus de dialogue. En fait, on a accepté de ce veto en avant-jugement
tout en sachant, en disant, on doit quand même faire bouger les choses parce que la JR, elle doit être appliquée à tout stade de la procédure pénale et c'est les personnes mêmes qui décident à quel stade de la procédure pénale elles souhaitent s'engager dans ce type de processus. Et pour répondre encore assez brièvement à la question de leur plainte, pour nous, c'est tout à fait acceptable. Et du coup, là, il n'y a pas eu trop de discussion. En fait, bien sûr, notre base légale est insérée dans le Code de procédure pénale, mais nous sommes un service dédié. Donc, en fait, pour nous, le principe de volontariat prime. Et du moment qu'il y a deux personnes qui veulent se parler et qu'on a l'accord et le consentement des deux parties, nous, on peut proposer notre accompagnement. Et donc ça a été assez clair au niveau du ministère. Mais là aussi, il y a des discussions peut-être qui vont se poser de se dire, est-ce que le Code de procédure pénale est vraiment le bon endroit où inscrire cette loi, ou est-ce qu'on ne devrait pas en faire peut-être une loi spéciale, en fait, pour ouvrir effectivement la porte à tout ce volet hors plainte. Voilà, et je vais m'arrêter là, sinon je risque de pas m'arrêter. Pour Médiante, je voulais juste prendre un petit préalable. J'adore le nom de votre association. Je trouve qu'il est tellement significatif que je vais m'autoriser de prendre ma valise, mais aussi la valise d'Antonio, parce que tout ce que je vais raconter au début, ça ne m'appartient pas à moi aujourd'hui. C'est pas moi qui fais tout ce travail, et donc je trouve que voilà, c'est important aussi de pouvoir le renommer. Peut-être, et je vais prendre quelques détours, mais tu m'arrêtes si je prends trop de détours, mais j'ai envie de préparer le terrain pour Élise qui passe après sur les aspects méthodologiques. Peut-être juste dire que nous, c'est l'inverse du Luxembourg, c'est des pratiques, c'est des projets pilotes qui ont été après institutionnalisés. Donc, il y a eu une première loi en 2005 qui a inséré dans le code d'instruction criminelle des dispositions qui nous ont permis de travailler et qui on était à ce moment-là financés par le SPF Justice. Mais je vous passe les détails institutionnels de la Belgique, mais donc suite à une énième réforme de l'État, il y a toute une série de matières qui ont été communautarisées, donc c'est un autre niveau de pouvoir qui aujourd'hui nous finance. Et donc on a été financé en 2006 par un décret avec toute une série de services d'aide aux justiciables. Donc on a des services d'aide aux victimes, d'aide aux auteurs détenus, d'aide aux liens, donc par exemple des enfants qui vont rendre visite à leurs parents détenus. Et donc c'est via ce décret-là qu'on a été financé pour la mission qui s'appelle aujourd'hui une mission d'aide à la communication restauratrice, au même titre que ces autres, dans ce décret-là. Et aujourd'hui, ce décret a été avalé dans un code de la justice communautaire, qui est vraiment un code qui donne toutes les balises au niveau de ce qu'on appelle en Belgique les maisons de justice, donc tout ce qui est l'accompagnement des justiciables. Et dedans, il y a un livre où on est repris. Et ce qui est important, pourquoi je vous en parle, parce que ça fait un peu des détours qui peuvent paraître inutiles, mais c'est que ce code, donc, il régit tout le fonctionnement, notamment des services qu'on appelle les services partenaires, donc des services qui sont subsidiés par les maisons de justice, et tout le fonctionnement des maisons de justice en tant que telles, donc tout ce qui est les assistants de justice qui accompagnent des auteurs dans la mise en œuvre de leur peine, ou aussi des victimes dans l'accompagnement de l'explication de la procédure. Et dans ce code, il y a des principes fondateurs qui sont établi au début, et il y a 8 principes de mémoire. En tout cas, il y en a un qui est important aujourd'hui, c'est le principe de justice restauratrice. Et donc, tous ces services doivent travailler dans une approche de justice restauratrice. Et donc, pour mettre en œuvre ce principe-là, a été mis en place en début de cette année une plateforme justice restauratrice. Le principe est génial en soi, mais ça pose quand même... Enfin voilà, c'est intéressant parce que... moi, j'ai toujours soutenu que travailler en réseau, c'est pouvoir rester dans ses missions. Et donc, ça vient un peu questionner les missions de chacun et jusqu'où on va et quand est-ce qu'on renvoie et quand est-ce qu'on co-intervient. Et donc, voilà, on pourra en reparler dans les filles, mais je trouve que cette plateforme, c'est un chouette exemple d'une avancée vraiment en matière de JR. Peut-être, je suis désolée pour ceux qui connaissent très bien Médiante, mais réexpliquer juste très rapidement comment on travaille, mais très, 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 très rapidement. Mais donc de dire la majorité de notre travail, c'est de la mise en communication entre des personnes qui sont directement concernées par les faits. Effectivement, il y a un devoir d'information à tous les stades de la procédure quand il y a une procédure pénale, mais ça reste forcément un droit que les parties elles-mêmes sollicitent directement. Donc on est complémentaire à la procédure pénale, mais
on a ce qu'on appellerait une porosité avec la justice pénale, dans le sens où, et Élise en parlera davantage, mais donc si par exemple dans le cadre d'une mise en communication, il y a entre un auteur et une victime, il y a un accord qui est pris sur tu vas sortir de prison, moi je ne veux pas que tu passes devant le château à côté de Limoges, cet accord, il peut être, si les parties le décident, la confidentialité est rompue et que sur cet accord-là, et il peut être renvoyé vers les autorités judiciaires et le juge tiendra ou non compte, mais il peut tenir compte de l'accord qui a été pris entre les parties. Donc voilà, nous, à la différence de la France, on a un rapport à la justice pénale qui peut être parfois différent. De dire aussi qu'on intervient pour tout type de fait pénal, donc dès qu'il y a une dimension relationnelle, potentiellement on peut intervenir. Aussi sans notion de gravité, tout est a priori recevable. Après, c'est pas pour ça que, comme dit Élise, tout est recevable, mais c'est pas pour ça que ça va être possible. Mais je pense que c'est important de l'avoir. On n'a pas de limite a priori. Et il n'y a pas de limite dans le temps. Et donc là, c'est pour aboutir à la question du hors cadre judiciaire. C'est-à-dire que nous, on peut intervenir sans dépôt de plainte. Peut-être qu'il n'y aura jamais de dépôt de plainte. Au moment du dépôt de plainte, au stade du parquet, au moment de l'information, au niveau de l'instruction, au niveau de l'exécution, s'il y a eu classement sans suite, si les faits ont été prescrits, enfin voilà, on est au rythme, on fonctionne au rythme des gens. Donc je pense que c'est quand même des éléments qui sont importants. Et peut-être un dernier élément important à dire au niveau institutionnel, c'est de dire pourquoi j'ai aussi parlé d'Antonio, c'est celui qui a créé Mediante. Et donc, le départ d'un directeur pose des questions dans l'organisation d'une équipe. Et il y avait vraiment un souhait de l'équipe de pouvoir faire perdurer la méthodologie Mediante. Moi, j'ai pris l'exemple pour moi, en reprenant Mediante, c'était d'avoir un arbre qui avait des racines qui étaient bien enracinées, mais de pouvoir aussi faire naître des nouvelles feuilles. Et je crois que l'idée qui est ressortie d'une supervision d'équipe, c'était de se dire, OK, on va avoir une nouvelle direction extérieure, mais il y a quelqu'un de l'équipe qui est Élise, qui est devenue coordinatrice méthodologique, et je crois que c'est vraiment central, et que ça permet vraiment à l'équipe de développer un même langage, d'avoir des mêmes balises, et dans les questions de hors reconnaissance judiciaire, c'est primordial, parce que ce sont des situations qui peuvent nous mettre à mal, et donc je pense d'avoir une personne référente, alors c'est pas elle qui tranche, mais c'est elle qui accompagne, c'est elle on co-construit, mais d'avoir ce guide, je crois que c'est vraiment essentiel. Voilà, du fait aussi qu'on soit, la Belgique est petite, mais pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, si on travaille à Tournai ou qu'on travaille à Liège, on ne se voit pas tous les jours, et donc je crois que c'est vraiment important d'avoir un fil rouge que, pour moi, Élise représente. Alors juste pour finir, la question des situations hors reconnaissance, ce que nous on appelle hors reconnaissance judiciaire, donc on est hors cadre, donc soit il n'y a pas eu de dépôt de plainte, soit il y a eu un classement sans suite, soit les faits ont été prescrits. Ça fait des années que Mediante on reçoit, mais on était plus, déjà il y en avait moins, et on était davantage dans le cas classique, c'était une sortie d'amnésie traumatique avec le souhait de pouvoir échanger, mais soit les faits étaient prescrits, soit il n'y avait pas de souhait de pouvoir d'aller déposer plainte. Et depuis quelques années, il y a quand même eu le mouvement MeToo, mais je pense qu'en Belgique aussi, il y a eu un nouveau code pénal sexuel qui a un peu révolutionné aussi la manière de prendre en charge les situations. Et dans ce code pénal sexuel, il y a une définition du consentement qui sociologiquement est vraiment super intéressante parce que c'est vraiment une avancée de pouvoir nommer dans un texte, de dire en fait le consentement, oui, c'est une définition sauf qu'on ne le définit pas, mais on dit qu'il n'est pas donné une fois pour toutes et qu'il peut être retiré à tout moment. Et donc sociologiquement c'est très intéressant. Par contre pour un juge de pouvoir trancher, c'est compliqué. Comment est-ce qu'il va pouvoir comment est-ce qu'on pourra lui apporter la preuve de ce jour-là c'était ok, ce jour-là non. Et donc il y a beaucoup d'avocats qui accompagnent les victimes qui disent et qui sont en recherche d'autre chose que la justice parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas avoir de réponse, ou qu'elles choisissent même une autre démarche parce qu'elles savent à quel point déposer plainte et toute la procédure judiciaire, ça peut être pénible et finalement très frustrant. Et donc, c'est ces situations-là qu'on a depuis quelques années davantage et on les a davantage sur Bruxelles, en fait. Parce qu'on a aussi un barreau qui s'est formé. Maintenant, les avocats sont spécifiquement formés en matière de violences sexuelles et intrafamiliales. Et donc, ça crée aussi un mouvement où ce sont nos collègues bruxelloises qui ont davantage de situations. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on se positionne ? Pour nous, elles rentrent dans notre cadre. Notre cadre légal nous permet de les prendre. Mais est-ce que la méthodologie Mediante est adaptée ? Alors, on est toujours en travail, mais
En gros, pour nous, elle l'est, mais Élise en parlera vraiment davantage, mais l'idée, c'est de pouvoir quand même s'ajuster, parce qu'il y a notamment entrer en contact avec l'autre partie. On ne va pas prendre... ça se travaille, c'est pas du tout fait de la même manière. Et donc, il y a vraiment eu un groupe de travail plus méthodologique qui s'est mis en place avec quelqu'un de notre CA qui travaille les questions de justice restauratrice au niveau de la recherche. Et il y a eu notamment la mise en place de supervision collective sur... ces questions-là, elles sont venues très fort bousculer au niveau de Médiante sur la place de l'homme et la place de la femme, les questions de genre. On a une équipe qui est de plus en plus féminisée, mais il nous reste 3 hommes qui sont plus âgés. Et je peux vous assurer que ça vient vraiment confronter nos visions. Et notre superviseur nous disait, mais vous êtes... on est dans une révolution, mais tout le monde n'est pas au même stade de cette révolution, et c'est ce que vous revivez dans l'équipe. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir un temps collectif pour pouvoir rediscuter aussi de à quel point ces situations viennent nous faire écho, nous, dans nos places d'hommes et de femmes. Je souhaitais tout d'abord remercier de la part alors, à la fois de ma part, mais également de la part de notre présidente qui s'excuse encore une fois d'être absente aujourd'hui, durant ces 3 jours, mais son état de santé ne le permettait pas. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et je sais qu'elle est très déçue de ne pas être là, puisque les informations qui sont transmises depuis maintenant bientôt 2 jours l'auraient passionnée. Donc j'ai pour rôle de venir la remplacer et donc parler en son nom. Peut-être pour commencer, parler de l'ARCA, parce que l'ARCA, c'est pas connu par tout le monde. Donc l'ARCA, on est une association de loi 1901 et on est une association de criminologie. Nous avons été créés par notre directeur, Erwan Dieu, en 2008. Pour ne pas développer tout le champ de l'ARCA, puisque nous travaillons sur beaucoup de thématiques et pas que sur la justice restaurative, je vais me permettre de me cantonner aux missions sur la justice restaurative. Peut-être un petit point historique qui est que l'ARCA a commencé à travailler dans les années 2010 sur la justice restaurative, où nous avons mené une expérimentation en France sur les médiations restauratives en lien avec la Fédération Citoyens et Justice. Et je pense que finalement, cette expérimentation est intéressante parce que certains points qui ont été soulevés durant cette expérimentation, plus de 14 ans, bientôt 15 ans, en fait, on les retrouve encore aujourd'hui soulevés et on se rend compte que malgré les textes judiciaires, il y a des réponses qu'on n'a toujours pas, ou en tout cas, il y a des choses qui n'ont toujours pas été réglées. En soi, notre volonté en 2010, donc cette expérimentation, elle a été menée de 2010 jusqu'à 2015, et la volonté de l'ARCA était de partir sur les médiations restauratives à la fois liées, donc la victime qui va rencontrer l'auteur de son infraction, mais également sur des médiations restauratives non liées, donc entre une victime qui va rencontrer un auteur d'une même infraction. Quand on a débuté et qu'on s'est rapproché des professionnels de terrain, donc au niveau du service pénitentiaire, association d'aide aux victimes, les délégués aux droits des femmes et à l'égalité, les tribunaux, les forces de l'ordre, très rapidement, lorsque le COPIL a été monté, on nous avait posé des conditions. Et ces conditions, c'était ne pas toucher aux violences sexuelles, ne pas toucher aux violences conjugales, ne pas toucher à tout ce qui est violence de genre. Et puis, il y avait d'autres conditions qui étaient, fallait que le projet soit mené par un criminologue, il fallait effectivement qu'on soit sur des situations avec des auteurs, par contre, qui présentaient un risque de récidive. Enfin, voilà, on nous avait posé plusieurs conditions. Et puis, on a mené la première partie de l'expérimentation jusqu'en 2012. Et en 2012, lorsqu'on a donné les premiers résultats de cette expérimentation, on nous a dit, c'est bon, travaillez maintenant sur les violences sexuelles, les violences conjugales et les violences de genre. Et puis, quand on a ouvert, forcément, on s'est rapproché d'autant plus de l'association d'aide aux victimes. Et puis, très rapidement, on a eu les dossiers hors judiciaire. On a eu des dossiers pour lesquels les victimes n'avaient jamais déposé plainte, ne souhaitaient surtout pas déposer plainte, et qui, pour autant, en ayant entendu parler de cette expérimentation, étaient très intéressés.
Et notamment une personne qui à l'ARCA est très chère a voulu participer et en fait on a demandé l'autorisation au magistrat tout simplement, qui a donné son accord et donc elle a pu participer à cette expérimentation alors que son affaire n'avait jamais été judiciarisée. Tout ça pour en arriver où après on finit cette expérimentation en 2015. Entre-temps, en 2014, il y a la loi, et je ne vais pas refaire tous les propos de Benjamin qui a pu indiquer tous nos textes en France. Et puis l'ARCA, avec la circulaire de 2017, on apparaît comme l'IFJR, comme l'un des organismes devant développer en France la justice restaurative. Donc on a pour rôle de développer, informer, former, superviser sur la justice restaurative et également nous menons à l'ARCA différentes mesures de justice restaurative et de pratiques restauratives. Donc ça, c'est le champ. Et sur la question des violences sexuelles, dans les mesures que nous menons à l'ARCA, ça apparaît de manière majeure, dans le sens où, si je regarde depuis la création de la plateforme de justice restaurative par l'ARCA en 2020, et jusqu'à fin 2023, on est sur 290 personnes qui ont été accompagnées en justice restaurative, où on a mené 135 mesures. Donc là, je ne parle pas des mesures qu'on supervise, vraiment ceux qu'on mène vraiment par des personnes de l'ARCA et de la plateforme. Et si je regarde quelles sont les infractions qui sont concernées, eh bien, nous sommes à 85% de mesures sur des violences sexuelles. Nous sommes dans ces 85%, nous avons 70% de demandes incestueuses. Donc c'est vraiment sur les mesures que nous, on accompagne, c'est vraiment une grande majorité des demandes. Et dans les demandes qui nous arrivent chaque jour, on a énormément de demandes ainsi. Et comme je pouvais le questionner tout à l'heure à la fin de la matinée, beaucoup de demandes qui arrivent aussi en extrajudiciaire. Et donc se pose la question de que faisons-nous face à ces demandes-là. Et je pense que quand tu parlais, Benjamin, du texte, il y a un mot qui me questionne, et je sais qu'il questionne d'autres personnes dans cette pièce, c'est le « à l'occasion » de l'article 10-1 du Code de procédure pénale. Et c'est vrai que ce « à l'occasion » ne dit pas « exclusion ». Et donc questionne. Et alors oui, comme le disait très bien Jessica, ils n'ont pas, eux, la circulaire que nous avons et qui vient en fait compléter et mettre en application. Mais c'est vrai que ce « à l'occasion » vient vraiment questionner les choses et m'amène même sur un autre élément avec les autres textes qui sont sortis sur la justice restaurative et sur la question des violences sexuelles, la prescription. On a une nouvelle loi qui nous indique que maintenant, nous avons une prescription glissante. Mais ça questionne en termes de justice restaurative. Comment savons-nous qu'un dossier est prescrit dans les affaires de viol, de violences sexuelles ? Donc, c'est des questions qui, aujourd'hui, en tout cas, anime au niveau de l'ARCA et je sais que ça anime d'autres personnes sur le territoire français puisqu'on en échange régulièrement dès qu'on se croise. Donc merci encore d'avoir posé ici cette question-là, la valise, parce que c'est des choses où effectivement, d'un point de vue juridique, si je me remets à ma casquette de juriste, eh bien ça vient soulever beaucoup de questions, mais on se rend compte qu'en face, il n'y a finalement pas forcément de réponse juridique derrière très très claire. Et puis on n'a pas de jurisprudence. J'ai essayé de chercher au niveau international et je n'ai pas trouvé. Et donc ça nous amène aussi à l'ARCA à se questionner d'un point de vue un petit peu plus justice restaurative, puisque je suis la seule juriste à l'intérieur, donc je suis très soulevée par toutes ces questions et qui revient également à que faisons-nous, nous ARCA, service qui travaillons sur la justice restaurative, qui reprenons un peu tout ce que Catherine et Serge ont pu dire sur qu'est-ce que la justice restaurative. Et effectivement, ça nous a amené à évoluer, et notamment sur des pratiques restauratives. Alors, je ne vais pas en dire trop, j'ai l'impression de faire un teasing là, mais parce que j'interviens sur la deuxième table ronde et du coup, je dirais trop de choses.
Mais voilà, ça nous a amené à réfléchir sur le contexte entre cette expérimentation, les freins qui nous avaient été posés, les freins qu'on retrouve toujours aujourd'hui parce que, comme le disait Benjamin, quand on travaille en France, on va travailler avec les tribunaux judiciaires, on va conclure des conventions entre différents services. Et alors qu'on a un texte de loi qui vient nous indiquer que c'est à tous les stades de la procédure, que c'est pour toute infraction, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, eh bien, on se rend compte que très souvent, sur le terrain, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce qu'il y a encore bon nombre de territoires sur lesquels eh bien, on va nous dire c'est OK pour la JR sur le territoire, on signe la convention, mais par contre, on exclut dès le départ en présententiel. On va exclure bien souvent les infractions sur les différents territoires que j'accompagne. On va me dire on va exclure les violences sexuelles. Alors, quand on travaille avec les mineurs, j'ai envie de dire c'est quasiment systématique. Mais on le voit aussi chez les majeurs avec un petit peu une volonté de dire commencer sur d'autres infractions. Aller sur tout ce qui est atteinte aux biens, les petites violences, tout ce qui va être plutôt léger en termes d'infraction et laisser tout ce qui va être davantage criminel. Ce qui est pour moi un non-sens quand on parle de justice restaurative parce que, comme disait Serge, il y a la question des attentes des personnes. Qu'est-ce qu'elles attendent ? Et finalement, de sélectionner comme ça toutes les choses, on se rend compte que sur ces territoires, alors qu'ils ont un groupe projet super bien monté, une belle convention, tout bien, eh bien, ils ont zéro mesure de justice restaurative. On a des professionnels qui sont dépités, qui s'essoufflent, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de personnes en France qui vont être formées en justice restaurative. On a de plus en plus de projets, ce qui est très, très bien. Mais en fait, il y a une question qui est importante de se poser, c'est au bout de combien de temps nos professionnels formés en JR pratiquent en JR ? Et ça, c'est une grande question à se poser et qui est le contexte aujourd'hui français qui est important à soulever parce que je rejoins l'institutionnalisation. Le fait que par cette convention effectivement qui est prévue dans notre texte, eh bien, on se rend compte que c'est sur les territoires où il y a cette convention que ça fonctionne quasiment le moins bien. Je cite un territoire en France qui fonctionne très très bien avec beaucoup de pratiques de justice, de mesures de justice restaurative, c'est Bordeaux. Eh bien, ils n'ont pas de convention. Ils ont eu une convention sur les RDV, RCV. Puis en fait, vu qu'il n'y avait pas tous les services d'aide aux victimes, la PJJ, enfin tout ça, ils n'étaient pas prêts, les services. Et donc, ils n'ont pas conclu de convention à ce jour. Eh bien, c'est l'un des services en France, et je ne pense pas me tromper, tu peux me corriger, Benjamin, mais qui mène le plus de mesures de justice restaurative, puisqu'ils ont fait des RDV, RCV, ils ont plein de médiations restauratives à longueur de temps, ils ont mis en place un programme de parrainage de désistance, les cercles de soutien et de responsabilité reviennent, enfin voilà, ils ont plein de mesures et de pratiques restauratives, mais pas de convention. Et donc ça, c'est quelque chose que je tenais aussi, effectivement, parce que c'était un sujet qui était dit entre hier et aujourd'hui, mais dans le contexte, finalement, de la France et aussi de l'histoire qu'on a pu voir, eh bien, on se rend compte, effectivement, que l'institutionnalisation, elle protège, elle vient poser un cadre et c'est important, mais on se rend compte aussi qu'elle vient limiter et qu'elle vient mettre en difficulté parfois. Mais je pense que et là je fais peut-être une petite transition, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir et cette expérimentation qu'on a menée où ils nous ont laissé pendant 2 ans, entre guillemets, dire on ne vous fait pas trop confiance, on vous laisse faire et on voit. Finalement, au bout de 2 ans, ils nous ont dit ok, c'est bon, on a vu que ça fonctionnait, on a vu qu'on était sécure, allez-y. J'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, on n'a pas encore dépassé cette limite-là sur beaucoup de territoires et qu'en soi, les limites qui nous sont posées dans nos conventions avec les partenaires, eh bien, c'est beaucoup cette question-là. C'est beaucoup la question de dire, tentez sur des petits faits. Et puis, une fois que vous avez commencé sur les petits faits, on verra sur les gros. Donc, ne perdons pas espoir. Merci d'avoir posé chacun des contextes. J'ai l'impression aussi que certaines difficultés ont déjà pu transparaître dans la manière dont vous avez posé ces contextes et différentes évolutions au sein
des institutions. Est-ce que, là on n'est pas obligé d'y aller dans l'ordre, mais si quelqu'un veut par exemple partager une des difficultés justement par rapport à laquelle l'organisation s'est confrontée, la manière dont ça a été surmonté ou pas encore, est-ce que quelqu'un veut rebondir justement là-dessus, et puis ensuite on fera circuler le micro. C'était pour rebondir aussi sur je rejoins complètement le fait qu'effectivement, il y a... Alors, je pense que c'est à minorer maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de territoires où on a vraiment une convention de partenariat qui permet vraiment d'envisager toutes les situations judiciaires, etc. Il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on te dit, en fait, normalement, je voulais vous montrer un schéma, mais avec toutes les mesures. Non, c'est pas grave. Non, parce que je veux dire, vous avez. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez 90% de l'activité qui est sur les violences sexuelles et sexistes, violences conjugales, homicides, donc crimes, et 10% pour le reste. Et c'est là où je te dis, vous faites pas les 90%, vous vous concentrez juste sur les 10%. Et là, on dit, c'est bizarre, il n'y a pas d'information. Oui, c'est normal, on ne peut pas informer 90% du public. Et quand on sait que, quand nous, on a fait des expériences, on a vu, même en faisant de l'information par téléphone, qui n'est vraiment pas le meilleur des supports pour informer quelqu'un sur la justice restaurative, on a entre 10 et 45% des personnes qui sont intéressées par la justice restaurative. Et plus l'infraction est lourde dans la vie de la personne, plus elle est intéressée à participer. Mais quand on se concentre sur les 10%, forcément, tu n'as plus beaucoup de monde derrière, ça c'est sûr. Donc après, je ne dirais pas que ça, c'est le problème de l'institut. C'est que le cadre légal en France ne te dit pas, c'est pour toute infraction, il ne donne pas ces limites-là. C'est qu'on rajoute des exigences contre la loi. C'est même pas dans la circulaire, ça. C'est même pas dans la circulaire. Donc il y a et là, il faut le dire, c'est quand même des autorités judiciaires qui, à certains endroits, vont limiter le champ d'application d'une loi. C'est quand même très problématique, ça. Après, donc ça, c'est dans le judiciaire, on a ces problèmes-là, mais je dirais que c'est quelque chose qui tend à réduire petit à petit, plus on fait confiance à des acteurs, etc. Donc, et même quand on voit que 90% des actions en justice restaurative aujourd'hui, c'est sur des faits des natures dont j'ai parlé tout à l'heure, ça montre quand même qu'il y a pas mal d'endroits où, et là on commence à vraiment faire du volume. Mais c'est vrai que c'est tout le temps faire confiance. Moi je me souviens quand en 2010... quand Paul en a parlé, mais quand on a expérimenté, c'était on veut développer la justice restaurative en France. Oui, mais ça va pas marcher. Faire rencontrer des victimes et des auteurs. Enfin, je simplifie ce qu'on nous disait à l'époque. Ça peut pas marcher. On a expérimenté, on a montré que ça fonctionnait avec des RDV. Après, on nous a dit non, mais c'est une expérimentation. Vous savez, en France, il faut une loi. Il y a une loi. Vous avez une loi, c'est bien gentil, mais il faut des décrets d'application. Il y a une circulaire. Les circulaires, mais c'est bien gentil, mais il faut organiser, il faut des conventions de partenariat. On fait des conventions de partenariat. Là, on dit, oui, mais prouvez-nous que ça peut intéresser les gens. Donc, on prouve que ça intéresse les gens. Si on informe, ça marche. Ah oui, mais maintenant, il faut que la limite, maintenant, c'est le manque de moyens, parce qu'on n'a pas assez de moyens. C'est pour qu'on vous donne des moyens, il faut que vous ayez des listes d'attente. On a 2 à 3 fois plus de demandes pas traitées, des listes d'attente de malades. Du coup, il y a un moment, c'est... Bon, voilà, on a prouvé tout ce qu'on devait prouver. Maintenant, il faut déverrouiller. Et pareil, Serge, tu disais effectivement qu'il y avait cette nécessité de professionnalisation. Cette professionnalisation, elle est en cours aussi, en même temps que l'institutionnalisation. On a formé, les acteurs de terrain peuvent être supervisés. Alors après, c'est toujours vrai. Tout le monde, là aussi, ça c'est pareil. C'est que tout le monde n'est pas supervisé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a du manque de moyens aussi. Les financements dont on dispose, là, je ne veux pas parler au nom de l'ARCA, mais j'imagine que vous aussi, vous êtes confrontés à des financements très inférieurs à ce que vous devriez avoir, à tous les niveaux, ne permettent pas d'accompagner. Aujourd'hui, nous, en tout cas, on a formé à peu près 4000 personnes, en tout cas des gens qui ont suivi une formation de 4000 personnes, mais à peu près 1000 animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.
Aujourd'hui, et je prends le parallèle avec l'administration pénitentiaire parce que c'est à peu près ce qu'on a, c'est le groupe qui a le plus été formé. Sur à peu près 1000 personnes, il y en a 250 qui animent concrètement ou qui sont susceptibles d'animer, mais en fait, ils font une mesure. Alors, il y en a qui font beaucoup plus, mais... Donc, ça veut dire que le nombre de personnes qui ont la capacité d'exercer leur mission, elle est très petite. Derrière ces personnes, tout le monde ne sont pas supervisés. Nous, l'année dernière, en 2023, on a supervisé 137 mesures sur les 175 qui ont été mis en œuvre par les structures que l'on accompagne, les 240 structures qu'on accompagne. Ça veut dire qu'il y a quand même une part qui ne sont pas supervisées. Et ça aussi, c'est problématique. Donc, mais ça c'est lié au manque de moyens. La justice restaurative, aujourd'hui, c'est estimation à peu près maison. Mais le SADJA finance 660 000 €, ça c'est des chiffres qu'ils donnent. L'administration pénitentiaire, à peu près 300 000 PJJ. Donc le budget de la justice restaurative judiciaire, c'est 1 300 000 €. Pour 2 500 000 victimes chaque année, 70 millions d'habitants. Enfin, je veux dire, pour comparer avec comment ça se passe dans d'autres pays, mais c'est pour la France entière, 240 structures investies en justice restaurative, en tout cas que nous on accompagne, c'est dérisoire. Donc ça veut dire que, déjà ça c'est dans le judiciaire, mais donc cette institutionnalisation, en fait, le cadre légal il est mis en place, mais on n'a pas donné les moyens à cette institutionnalisation de se faire. Et après, elle n'est pas toujours réalisée localement. Par contre, dans l'extrajudiciaire, là on a la pratique, on a l'expérience, etc. Enfin, je veux dire, faire de la justice restaurative en extrajudiciaire, accompagner des personnes victimes et auteurs de violences sexuelles, c'est la même chose qu'elles soient dans le judiciaire ou soit dans l'extrajudiciaire. Mais je ne pense pas que ça soit très différent. C'est un problème. D'accord ? Mis à part la spécificité de la procédure pénale ou pas. Mais ça veut dire donc qu'en termes de pratique et d'expérience, on l'a déjà. Là, qu'est-ce qui nous manque ? Une institutionnalisation aussi. Parce qu'on voudrait avoir la possibilité qu'on nous déverrouille les interdits qui nous bloquent aujourd'hui. Voilà. Non, pas une circulaire. En tout cas, qu'on nous change. Et ça fait partie des... Au moins qu'on nous donne la possibilité de dire, dans la loi, secret professionnel. Il y a un secret professionnel qui nous permettrait d'apprécier des situations de danger immédiat pour les personnes ou pas. Parce que la plupart des situations, quand on rentre dans le détail des situations pour lesquelles les personnes victimes ou même auteurs viennent nous voir pour faire de la JR, ce n'est pas des situations où l'inceste est en cours, ce n'est pas des situations où la violence conjugale est en cours, ce n'est pas des situations dans lesquelles il y a un danger pour les personnes. En général, le danger, il est loin. Mais... voilà. Donc, voilà. Donc le problème là, c'est plutôt que là, on a besoin que l'État nous déverrouille des choses. Ouais. Donc, là, on continue. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de porter à tous les niveaux où à chaque fois on a la possibilité d'intervenir. Mais je dirais peut-être que oui, on peut lancer un espoir de dire à force qu'on va prouver. Mais bon, il y a un moment où ça fait 10 ans, quand même. Donc. Voilà, et même 15 si on prend 2010. Voilà. Mais donc voilà, ça c'est un peu les difficultés. Mais c'est vrai que oui, c'est. Alors après, la nécessité. Je pense que sur l'extrajudiciaire, c'est pareil. C'est que il faudrait pas aboutir non plus. Pour moi, ça serait une vraie difficulté. C'est que dans le judiciaire, on a pu mettre justement... Le partenariat, c'est très intéressant quand même si ça ne doit pas être bloquant. Effectivement, il y a plein d'endroits où il y a des mesures de justice restaurative qui sont sans convention. Nous, quand on intervient en subsidiarité, par définition, il n'y a pas de convention. Et on n'a pas besoin de ça du moment qu'on peut mettre en place avec une autorité judiciaire un contrôle pour rester en conformité de la loi. Il n'y a aucun souci. C'est une exigence qui a été posée par la circulaire. Mais... ça permet quand même de mobiliser tout un ensemble de partenaires qui vont nous permettre de proposer à la victime, un accompagnement des deux victimes s'il y a besoin, de pouvoir proposer un accompagnement psy si jamais il y a besoin, etc. Enfin, d'avoir tout un étayage autour qui vient sécuriser aussi, va participer à la sécurisation du parcours de la personne dans la justice restaurative. Je ne parle pas ailleurs.
Et ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez crucial. Et je pense qu'on en aura besoin, même en dehors du judiciaire, d'avoir cet étayage-là. Alors, pas forcément avec les services judiciaires, mais avec d'autres services. Mais en tout cas, il y a quand même besoin d'avoir cette possibilité d'orienter la personne vers les soutiens nécessaires, etc. Quand elle ne les a pas par défaut. On ne peut pas juste compter sur son entourage. Donc c'est d'où moi ce qui m'inquiète sur le volet sur l'absence peut-être d'institutionnalisation de l'extrajudiciaire, c'est du coup qu'on agisse seul, que des services agissent seuls et ils soient isolés de ce point de vue-là et entre guillemets sans avoir la possibilité de bénéficier de soutien par ailleurs. Et ça serait vraiment problématique. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie tout le temps de ramener à ce travail en commun, pluridisciplinaire, qui amène des choses très intéressantes, y compris en termes de mutualisation. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, enfin, dans plusieurs territoires, les plus avancés, on ne se pose plus la question de savoir si tu es de la PJJ, de l'administration pénitentiaire ou de l'aide aux victimes. Tu fais partie d'une offre de justice restaurative et tu réponds à une demande de communication, de dialogue, de rencontre éventuellement. Et c'est ça que tu fais. Tu n'es pas là t'es pas de la PJJ. Voilà. Donc et ça, je crois qu'on devrait idéalement pouvoir aussi se dire on s'en fiche de savoir si c'est judiciaire ou extrajudiciaire. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Moi, au niveau des difficultés, j'ai l'impression qu'on est des ovnis. Enfin, c'est-à-dire que nous, on a un cadre légal qui est assez sécurisant, où on est soumis au secret professionnel, et j'ose pas dire, on a un budget qui nous permet... qui nous permet de travailler très confortablement, mais voilà, peut-être que quand on était dans les chiffres, c'est vrai que nous, c'est petit la Belgique, et on a quand même 1000 demandes qui nous arrivent par an, et on a 400 dispositifs de mise en communication effectifs par an. Et donc, voilà, je trouve que c'est peut-être intéressant. Le budget français n'est pas très loin du budget... Ouais. Ouais. 11 millions, je crois. Et je parle que du côté... Et je ne parle pas de modérateur, donc je ne parle pas de notre homologue, je parle de ce bandeau. Ah oui, leur budget à eux, ça je ne... Ah oui, oui, on peut... Mais moi, ce que je voulais juste... Donc, du coup, j'ai l'impression que les difficultés, les enjeux, les défis sont sans doute à un autre niveau, et j'ai pas trop envie de teaser Lise, qui va davantage parler notamment des questions méthodologiques, mais je pense que, en tout cas, par exemple, le travail en réseau, quand on intervient dans des situations hors cadre judiciaire, on vient peut-être toucher aussi d'autres acteurs, et l'approche est différente. Enfin, j'ai envie de reprendre justement l'exemple de... Elle l'a nommé, il y a une victime qui est passée par notre service et qui a participé à deux espaces de communication et qui est passée par ce dont j'ai parlé ce matin, donc ces services de prise en charge de victimes de violences sexuelles, donc qui sont des espaces qui sont à la lisière des hôpitaux et où les victimes peuvent être accueillies, avoir un examen médico-légal, un examen à la fois médico-légal, médical. Elles peuvent déposer plainte si elles le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire. Mais par exemple, ce qu'on lui a dit à ce moment-là, c'est « Et vous n'allez pas déposer plainte ? Donc vous ne voulez pas déposer plainte ?» Et elle s'est dirigée après vers un dispositif du type médiante, mais c'était compliqué, cette logique de « Mais pourquoi elle ne veut pas déposer plainte ?» Et ce qu'elle a pu dire, je trouve ça tellement essentiel, ça peut paraître bateau, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Mais en plus, on ne m'a pas dit que... tout ce qui m'attendait si j'allais déposer plainte, et c'est parce que je connais, je sais ce qui m'attendait, mais voilà. Et donc je trouve que c'est dans le travail au réseau. Alors peut-être que quand on est dans les dispositifs en tant que tel, le travail n'est pas tellement différent, mais ça change quand même, ça bouge quand même beaucoup de, j'ai pas envie d'aller trop loin, j'ai peur de. Mais cet exemple-là, ou quand on a un avocat qui vient, qui nous réfère qui envoie une victime chez nous avec des attentes très élevées, ou parfois, on a l'impression que à la fois, on n'a pas choisi la voie judiciaire, mais on vient demander des choses que seule la justice peut offrir. Et donc, comment est-ce que nous, on décale ça ? Comment on accueille ça ? Parce que c'est OK, évidemment, on peut bien sûr... Mais donc, ça nous a mis dans une posture méthodologique compliquée, et c'est tout ça qui est intéressant. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que nous, on est peut-être dans d'autres questionnements.
Et peut-être un défi pour nous, quand on a fait beaucoup d'inter-individuels chez Médiante, et je crois qu'aujourd'hui, sans doute que le film, ça nous a en tout cas donné envie davantage aborder la question du collectif, et notamment dans ces situations-là, de pouvoir peut-être penser plus des dispositifs du type des concertations restauratrices en groupe dans la dimension de violence sexuelle. Je pense que ça a vraiment du sens. Sans doute que ça, pour nous, c'est un défi. Quand tu disais le film, c'est Je verrai toujours au visage de Jeannery. Oui, Marie-Ève ou Jessica, si vous vouliez justement réagir sur cette question. Je vais y aller parce que je pense qu'on a des conditions un peu similaires de privilège. Je trouve que je suis dans un organisme qui est privilégié. C'est un organisme qui a plus de 40 ans d'expérience. Je suis personnellement privilégiée aussi, je trouve. Il est revenu, tant mieux, parce que je m'adressais entre autres à toi, sur le fait qu'il y a quand même eu un directeur qui est là depuis extrêmement longtemps, un peu comme avec Antonio, mais un directeur qui était là longtemps à la personne de Serge, auquel j'ai pris la direction. Donc, sur la transition, l'histoire, la stabilité de notre organisation, je pense que c'est une grande force. C'est une grande force aussi de pouvoir discuter puis regarder en arrière en posant 1000 questions. Vous l'avez compris, j'étais fatigante en médiation, mais je suis fatigante en direction avec lui, en lui disant « Mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait pour développer le réseau? Pourquoi t'as saisi ces opportunités-là? » Je pense que je ne réponds pas à la question du défi, mais plus des opportunités de développement. Donc, l'idée, c'est de pas s'asseoir sur les opérations parce que c'est facile. C'est facile de s'asseoir sur les opérations puis d'être confortable, parce que ça prend une phase de confort aussi, d'être confortable dans ce qu'on rend, mais d'être aussi capable de voir où est-ce qu'on va aller. C'est là qu'on va aller plus loin, on veut pouvoir offrir la justice réparatrice à tout stade de la procédure, mais aussi dans n'importe quelle situation qui se passe dans les vies de n'importe qui. C'est une manière, la justice réparatrice, de se saisir de ce qui nous arrive. Donc, c'est ce qu'on vise, c'est que ça soit le plus loin, c'est que ça soit pas en rien personne qui choisisse d'autre que les personnes. Donc, je trouve que le côté plus privilégié, je trouve que quand même, je le vois, mais quand je pose des questions à Serge Charbonneau. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour tout ça? Il y a certains moments où il me dit, dans le fond, quand je regarde, je ne savais pas que c'était ça que je faisais à ce moment-ci, qu'il me répond. Mais avec le recul, c'est ce que ça a donné. C'est que dans le fond, j'ai jamais fermé des portes. J'ai toujours ouvert les portes. C'est laquelle la porte suivante? Puis bienvenue toutes les personnes qui sont dans la porte suivante. La porte suivante pouvant être les services d'aide aux victimes, la porte suivante pouvant être les services pour la maltraitance, la porte suivante pouvant être les écoles, par exemple. Donc, l'idée, c'est de ne pas le voir uniquement, la justice réparatrice, dans un contexte qui est judiciaire ou pas judiciaire, mais de le voir dans tous les espaces. Puis, là, moi, je l'ai vécu dernièrement, mais je pense que c'est ce que tu m'as transmis, Serge, cette idée d'ouvrir les portes et de montrer aux partenaires avec toute transparence comment on travaille, les inviter auprès de nous pour qu'ils reçoivent la même formation, par exemple, que nos médiateurs reçoivent quand ils agissent dans ces situations-là. Puis, je vais vous le rendre comme ça, je ne vais pas prendre tout le temps, mais je vais vous le rendre comme ça je vais le laisser à la valise. Un rapport qui est sorti, qui était dans un contexte où c'est le Conseil du statut de la femme du Québec qui ont souhaité, qui devaient même, venir regarder de très proche les pratiques de justice réparatrice dans un contexte de violence conjugale. Petite histoire, au Québec, il y a eu un rapport qui est sorti, je vous épargne les détails, dans lequel il y avait des recommandations pour l'amélioration des systèmes, ou du moins l'amélioration pour les expériences auprès des victimes. Puis dans une des recommandations, c'était même si ça se faisait déjà, je tiens à vous le dire, la justice réparatrice se faisait déjà dans les services que je vous parle. La recommandation était de ne pas la déployer, mais de plutôt regarder, à documenter ces pratiques-là, puis de voir si c'était bien. Alors qu'on sait que ça pouvait être bien, hein? Il y en avait qui s'en saisissaient, qui le faisaient déjà. Bon. Donc, quand les gens ont été désignés pour venir regarder les pratiques, qu'est-ce qui a été fait? C'est d'ouvrir la porte puis de dire, bien sûr, et parle avec qui tu veux dans les médiateurs, parle avec qui tu veux dans les personnes qui ont été auteurs et victimes, pose les questions, viens dans les formations, viens même dans les mises en situation. Donc, la professionnelle de recherche qui travaillait est venue même voir au plus près comment étaient transmises. Donc, les préoccupations qu'il pouvait avoir à l'égard de ce qui était transmis en formation, par exemple, ont été... elle l'a vu du plus près.
Il y a eu notre réseau qui offrait des activités de justice réparatrice en contexte de violence conjugale. Il y avait un autre réseau aussi que certains d'entre vous connaissent au Québec, qui est le CHJR. Donc, dans ces deux réseaux-là, la professionnelle de recherche est allée regarder, avec le Conseil du statut de la femme, fait présentation, ils en ont discuté sur un long terme. Le Conseil du statut de la femme, pour votre information, lui est confié et il donne des recommandations au gouvernement sur toute la question d'équité homme-femme. Donc là, c'était ici sur la justice réparatrice, mais parfois c'est femmes et intelligence artificielle, femmes, peu importe. Là. Et donc, dans ce contexte-ci, c'était violence conjugale, fait que le groupe ne connaissait pas nécessairement la justice réparatrice. Et c'est la professionnelle de recherche qui est venue au plus près qui a pu les renseigner. Donc, d'avoir ouvert les portes, c'était pas juste une impression, c'était de l'intérieur qu'elle l'a vu. Et ce que ça en a donné, c'est un avis que je vous propose, qui est pour moi vraiment fantastique, que des femmes ont choisi de regarder les pratiques, d'en faire une réflexion, et l'avis est favorable. L'avis est favorable à l'idée de la justice réparatrice dans des contextes de violence conjugale, avec des précautions. Puis ces précautions-là, il y en a une avec laquelle je ne suis pas fondamentalement d'accord, mais c'est pas grave, ça. On va la travailler, cette condition-là, qui est absolument que les faits doivent avoir été arrêtés et absolument que l'auteur reconnaisse complètement les faits. Mais bon, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ici, on a quand même cette voix-là qui est assez forte, qui dit il faut s'en saisir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui le demandent. Il faut offrir des choix. Et c'est là-dessus que je trouve que c'est... Est-ce que c'est un défi ou non? Je ne sais pas, mais l'enjeu, c'est de continuer de développer, puis de voir la porte suivante, puis d'ouvrir les portes. Moi, j'espère, dans quelques années, pouvoir revenir vous voir en vous disant, dorénavant, à l'intérieur du système judiciaire, dans des faits très graves au Québec, il est possible pour un juge de l'imposer pour des adultes, ce qui ne se fait pas en ce moment. J'espère que ça puisse se faire chez des enfants, comme je vous ai parlé tantôt, sans nécessairement qu'il y ait un signalement protection de la jeunesse. Pas parce que je trouve que c'est... Parce que je pense qu'il faut que les gens aient des choix. Donc, moi, c'était ce que j'avais envie de dire. Fait que je vais laisser... je pense que tu voulais prendre la parole. Merci. C'est vrai que vous parliez de privilèges tout à l'heure, mais je tiens vraiment aussi à souligner encore une fois qu'effectivement, sur ce volet de pouvoir déjà avoir un service dédié à la JR, c'était un privilège, ce qui nous permettait de travailler avec une équipe vacataire, donc ça c'est encore une particularité luxembourgeoise. Mais en fait, je suis la seule engagée en tant que coordinatrice et facilitatrice. Mais je ne suis pas seule, il y a toute une équipe de 8 personnes qui sont motivées, qui étaient présentes même avant que je sois engagée en tant que coordinatrice. Donc je tenais à souligner effectivement l'engagement des personnes qui ne sont pas là, mais qui maintiennent en fait vivant ce projet depuis 2018. Et si je peux me permettre, peut-être c'est vrai que c'est plus une particularité peut-être luxembourgeoise, mais un des défis qu'on a vu, mais pas seulement dans les cas de violences intimes, domestiques, sexuelles et sexistes, mais qui est peut-être un peu plus général, c'est effectivement, nous, on a eu une grande difficulté parce que la médiation, en fait, était bien instaurée au Grand-Duché du Luxembourg. Elle existe depuis une vingtaine d'années. Et en fait, un des prérequis de l'équipe, encore une fois, contrairement peut-être au modèle français, en fait, notre équipe a été, il y avait un prérequis pour pouvoir s'engager dans cette première formation pilote que le ministère a organisée avec l'Université du Luxembourg. Et donc, cette présélection a été faite sur base de dossiers, sur une lettre de motivation. Enfin, qu'est-ce qui motivait la personne à vouloir demander cet agrément ou en tout cas à vouloir participer à cette toute première formation en justice restaurative. Donc, il y a 10 personnes qui ont été sélectionnées pour pouvoir participer à cette première formation pilote. Nous sommes aujourd'hui à 8 parce qu'une personne, du coup, n'avait pas réussi le stage chez Médiante et parce qu'une personne en a... Mais c'est bien. Non, mais pour dire qu'il y a eu une sélection, et c'est important de le dire, je pense, on revient de nouveau à cette idée de dire que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est peut-être pas quelque chose qui est fait pour tout le monde non plus. Et donc, l'équipe est vraiment, en fait, ils ont un travail, effectivement, une activité professionnelle principale à côté, mais qui n'est pas en lien, effectivement, avec le travail, donc avec les accompagnateurs qui accompagnent nos bénéficiaires. Ce sont des juristes, ce sont des assistants sociaux, mais qui œuvrent dans d'autres champs totalement par rapport à notre contexte plus légal. Mais en fait, je voulais dire ça parce que dès le départ, et je sais que c'est peut-être pas
important pour certains d'entre vous, la terminologie et comment on explique notre travail, mais nous, ça a été vraiment central de pouvoir faire la distinction dès le début entre médiation et justice restaurative. Parce que le prérequis en fait, de l'équipe était d'être agréé en tant que médiateur, mais pour nous, c'était essentiellement important de dire que ce qu'on faisait n'était pas de la médiation. Et je vous explique pourquoi, mais parce que c'est vraiment un contexte luxembourgeois qui veut que la médiation, dans sa définition plus propre, c'est vraiment une tentative de rétablir de la communication et de rétablir une communication dans le but, dans le contexte d'un conflit qui met en lien deux personnes pour éventuellement réussir à résoudre ce conflit. Et qu'on trouvait extrêmement dangereux de commencer à dire que ce que la JR faisait, c'était ça en fait. Donc on a toujours vu en équipe la médiation comme la création d'un pont finalement entre deux personnes avec un médiateur donc, qui pouvait accompagner ces personnes à trouver la solution la solution qu'elles-mêmes devaient trouver dans le cadre de ce conflit. Et on voyait toujours la JR un petit peu comme un cercle, quelque chose d'évolutif en fait. On n'a pas besoin aussi avec un petit peu ce truc de se dire on n'est pas forcément sur le même pied d'égalité, surtout dans les violences sexuelles, sexistes et intimes. On parlait tout à l'heure d'horizontalité. Cette horizontalité, elle n'est pas là. Et donc, nous, c'est vraiment quelque chose de caractéristique du Luxembourg. Mais nous, on ne va jamais, mais pas parce que ça ne nous arrange pas de parler de médiation, mais parce qu'on est vraiment de l'idée que ce qu'on fait n'est pas de la médiation. Donc, on aime bien utiliser des mots qui parlent plus aux gens, espace de communication, espace de dialogue, d'essayer de vulgariser ce qu'on fait, mais jamais on va utiliser le mot médiation parce qu'on a des médiateurs qui font le travail et j'aurai peut-être l'occasion dans le cadre de la deuxième table ronde de plus en parler par rapport à l'accompagnement, mais l'accompagnement qu'on propose en médiation, en tout cas au Luxembourg, est totalement différent. Les outils sont différents, peut-être aussi le contexte vraiment du cadre est différent, ce qui fait que voilà, on a vraiment fait cette distinction et ça a permis, ou en tout cas je l'espère, ça permet de rassurer par rapport à en quoi consiste notre travail, par rapport à vraiment cette médiation qui existe depuis des années et qui fonctionne sur plein d'autres domaines, que ce soit de la médiation familiale, de la médiation socio-commerciale, enfin voilà. Donc, mais on a vraiment essayé de se distinguer ou en tout cas de dire que ce qu'on faisait n'était pas de la médiation. Voilà, dans l'espoir que ça puisse se dire que même dans des situations très délicates, on n'était pas là pour rétablir une communication, que parfois la JR, symboliquement, elle permettait de briser le lien symbolique entre les deux personnes. J'allais proposer de prendre quelques questions de la salle, s'il y en a. Ça reprend finalement les 4 interventions. Je pense que nous aussi, finalement, avec l'IFJR, on est chanceux. Dans le sens où on est peut-être les seuls professionnels en France qui avons un temps dédié qu'à la JR. Parce que c'est vrai que finalement, en vous entendant tous depuis hier, je me rends compte qu'en France, on n'a pas fonctionné pareil. Je ne dis pas que c'est mieux, pas bien, moins bien. Enfin, en fait, ça a été une logique différente dans le sens où dans les défis qu'on a aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont été visées à la base dans la loi et par la circulaire de qui devait mettre en place la justice restaurative en France, ce sont les services pénitentiaires, ce sont les associations d'aide aux victimes, la protection judiciaire de la jeunesse, les associations de contrôleurs judiciaires. Et finalement, nous, on était à côté, plus pour déployer. Et puis, il y a la réalité de terrain qui, si on est chanceux avec l'IFJR, c'est que on a du temps pour travailler sur la justice restaurative. Aujourd'hui, quand on regarde je les appelle nos collègues, ceux du service pénitentiaire, de France Victimes, de la PJ et des associations de la Fédération Citoyens et Justice, ils ont souvent très peu de temps dédié. Très peu de temps, voire pas de temps dédié. C'est-à-dire qu'il y a... J'essaye d'être positive, mais si je deviens un peu plus réaliste, c'est effectivement... il y a très peu, je pense que je peux les compter sur les doigts de ma main, je dirais pas deux mains, les professionnels au sein de ces structures qui ont réellement un temps dédié à la justice restaurative. Et quand je parle d'un temps dédié, c'est plus qu'un 10 ou 20%. C'est-à-dire qu'on monte à un mi-temps et un temps plein. Et ça, vraiment, je pense qu'on les compte aujourd'hui sur les doigts de notre main.
Douane MAM, hein pas les deux. Et ça, c'est aussi une chance qu'on peut avoir, mais je pense que c'est aussi une limite qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, on demande à des professionnels qui sont déjà de base surchargés de mener des mesures de justice restaurative, d'informer, parce que rien que ça, c'est encore un vrai sujet en France aujourd'hui, où on s'amuse de temps en temps en formation sur les pauses du midi à demander dans la rue si les gens connaissent ce qu'est la justice restaurative, parce que c'est quand même ça, la société, les victimes, les auteurs, mais on devrait tous savoir ce qu'est la justice restaurative. Et on a encore des réponses très rigolotes, on mange ensemble, ou bien on restaure le bien de la justice. Mais malgré le film qui a fait quand même un gros travail d'information et de sensibilisation, malgré tout, eh bien, en fait, on a des personnes qui sont victimes, qui sont auteurs et en fait qui n'ont pas l'information. Aujourd'hui, il n'y a encore pas d'information systématique qui est faite dans notre pays, alors pour plusieurs raisons, hein. Mais c'est vrai que tout ça, finalement, peut-être contrairement à tout ce que j'ai entendu depuis 2 jours, c'est ce qui fait une grande différence. On a du mal à informer parce que tous les professionnels ne sont pas non plus formés à la justice restaurative, ou même rien que d'en donner l'information, ne se sentent pas tous à l'aise pour informer le public. Puis après, il y a toujours la question de si on informe trop, comment on fait pour répondre aux attentes des personnes alors qu'on n'a pas de temps dédié pour répondre aux personnes. Donc ça, c'est aujourd'hui dans notre pays encore des questions, en tout cas des défis qu'il faut qu'on arrive à relever. Merci. Est-ce qu'il y a des questions Oui, il y en a là. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ouais. Bon, écoutez, je vais simplement passer un commentaire. Quand une recette ne fonctionne pas, on ne la réessaie pas 15 fois. Alors, si on la manque après 10 fois, si on se fait tout le temps ajouter des exigences, c'est parce que ce n'est pas un partenaire qu'on a, c'est un père qu'on a. Et alors, il faut quitter le père. Ça va? Donc, présentement, vous êtes dans un contexte social extraordinaire pour développer, en vertu de demandes de certaines personnes. Vaut mieux développer des services, donner des services. Plus vous allez donner de services, plus les gens vont demander de services. C'est indispensable que vous donniez ce service-là, qu'il soit connu. Ne pensez pas que des campagnes télévisées ou des dépliants ou toutes sortes de choses qui donnent de l'information vont convaincre les gens de venir vers vous. Ça va se faire lentement parce que d'autres personnes ont participé à ça. Et je vous dis, tenez compte du contexte et faites simplement tenir compte de ce contexte-là actuel où les gens... On parlait de crise institutionnelle de la justice autrefois. On entend encore des gens de la justice vous mettre un cadre impossible. Impossible. On ne vous a pas coupé les ailes, on vous a coupé les doigts. Et après ça, non, écoutez, il y a des gens qui vont prendre vos services et qui vont forcer. Alors, c'est ce qui se passe. Et nous, de toute façon, il y a plein de gens qui nous disaient au Québec, ne pensez pas que c'est à travers des stratégies de communication. Non. Des gens qui reçoivent des personnes qui sont blessées, ces personnes-là, qu'on appelle ça des relayeurs, doivent vous relayer. Ils peuvent le faire en nombre important. Mais c'est à eux qu'il faut parler. Ce n'est pas des campagnes. C'est à eux. Vous avez des gens qui sont victimes, envoyez-les vers nous. Et on va donner le service. Alors, organisez maintenant vos choses avec la liberté que vous avez pour faire comme ça s'est fait en Belgique il y a une 20aine d'années, quand ça s'est organisé, pour faire comme ça s'est fait au Québec. Alors, on ne va pas faire seulement une discussion en France. Moi, je suis convaincu que ça se fait, qu'il n'y a pas un État qui empêche des gens de se donner les services qu'ils veulent. Je m'excuse d'agir un petit peu en paternaliste. Merci à toutes et tous, parce que je trouve ça très, très riche. Merci à Serge d'oser dire ça. J'interviens rarement
de mon expérience personnelle. Je parle beaucoup du reste, mais rarement de ce que je vis moi. Et je voudrais vous témoigner aussi de, comment tu as dit, Marie-Ève, des privilèges qu'on a eus. Je voulais vous dire que les micro-changements passent par l'indexicalité. J'ai été convoquée en 2017 par le ministère de la Justice du Québec qui m'a demandé d'évaluer un programme de justice réparatrice. Et j'ai osé leur dire, je refuse de l'évaluer, je veux bien faire la recherche pour l'accompagner. C'est-à-dire le regarder aller au fur et à mesure, revenir avec les points positifs et les points négatifs. En fait, finalement, faire la même chose, donner des résultats, mais en nommant ouvertement que j'étais là, non pas pour le regarder de haut et le juger, mais pour l'aider à avancer et le développer. C'est-à-dire en déclarant mes biais dès le départ. Passer en recherche du mot évaluer à accompagner, ça a changé le comportement de tout le monde. Et c'est possible souvent que c'est juste ça, ça aide. Donc, j'en profite pour remercier mon ministère et la direction de la justice réparatrice qui sont extraordinaires. On a une chance infinie, nous, de pouvoir travailler aux côtés de nos partenaires, etc. Mais je reviens sur ce que disait Serge. Je faisais juste mon expérience. Parfois, juste de nommer quelque chose autrement ou d'accepter d'ouvrir une porte, de ne pas partir du principe qu'elle est fermée, ce que je veux vous dire, c'est qu'un chercheur se sent obligé d'évaluer, c'est son travail, mais on peut changer ça, on peut changer son attitude. Moi, on m'a reproché d'avoir des biais. Le nombre de fois qu'on m'a dit « tu travailles pour Equijustice, pour la justice réparatrice », d'accord, mais une fois que je travaille pour elle, je peux travailler sur ses défauts. Qu'est-ce que ça change ? Je travaille sur elle, je travaille pour elle, bien sûr. Et donc, quand je vois quelque chose qui n'est pas dans son intérêt, je vais le dire. Ça ne fait pas de moi nécessairement, peut-être une mauvaise chercheuse, mais en tout cas. Mais si nous, on peut changer, les praticiens, les institutions, c'est comme ça qu'ensemble, on peut faire avancer les choses. Donc oui, ouvrez les portes et des fois, juste oser le dire, ça marche. Il suffit juste d'expliquer. Et de la même manière, quand... je voulais féliciter aussi Equijustice. Je ne veux pas faire du pro-Québec du tout. Ce que je veux vous montrer, c'est merci d'ouvrir vos portes aux institutions, à la recherche. Moi, quand je demande, pas moi, parce que c'est moins moi maintenant, mais les jeunes chercheurs qui gravitent, les portes sont grandes ouvertes. Vous voulez les victimes ? Voilà, on va les contacter pour vous, leur demander si elles veulent participer. Les démarches sont proactives. Des doctorants, ils vont sur les programmes, ils vont dans les formations. C'est un livre ouvert, Equijustice. Mais ça rend tout facile. Donc, je ne sais pas si vous le faites ou pas. Ce n'est pas du tout un conseil que je vous donne. Je vous dis juste que ça change tout et c'est assez... c'est des petites portes très, très, très faciles à ouvrir, au sens où c'est pas ça ne sert pas à grand-chose de dire non, on ne peut pas parce qu'il y a une loi ou non, on ne peut pas parce que la recherche doit être objective. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé à moi. La recherche, ça doit être objective. Oui, mais je peux être objective dans une démarche d'accompagnement et pas objective dans une démarche d'évaluation destructrice. Voilà, c'était juste ça. Au tout début, on a eu de la chance aussi parce que Catherine, Serge, vous nous avez accompagnés, vous nous avez lancés, vous nous avez donné des directions, l'approche relationnelle où on a pu... Hein. Aujourd'hui, on est accompagné aussi Equijustice qui supervise nos équipes, on a des partages d'expérience avec le GACEP, avec Médian. Donc tout ça, ça nous donne aussi un horizon de ce qu'on pourrait être. Alors ça nous donne très envie. Alors c'est vrai que ça fait 40 ans Equijustice, Médian, ça doit être dans ces eaux-là aussi, je pense. Peut-être 30 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est sûr que vous avez un train d'avance parce que vous avez presque 30 ans de plus que nous, quoi. Voilà, donc c'est normal aussi. Après, par contre, ce que tu dis, Serge, c'est aussi nous donner une voix parce que et ça, c'est... Alors, normalement, il me semblait qu'on avait une troisième partie, mais on n'a pas forcément le temps. Mais ça, c'était ce que je voulais dire sur les espoirs et ce vers quoi on va. C'est que nous, face au constat qu'il y a toutes ces demandes, et que ce soit dans le judiciaire ou dans l'extrajudiciaire,
ou dans l'extrajudiciaire, pardon, et qu'on n'a pas les moyens, parce que le problème c'est ouvrir les portes, oui très bien, mais il faut quand même avoir du temps pour qu'il y ait des gens qui le fassent, qui animent, qui accompagnent ces personnes dans de bonnes conditions, et ça nécessite quand même de moyens qu'on ne nous donne pas. Donc la seule solution, c'est de faire appel au bénévolat. Et donc là, avec la sortie du film, on a quand même eu 600 personnes qui nous ont contactés, et ça, je ne sais pas s'il y en a qui nous regarderont dans le replay ou je ne sais quoi, mais c'est aussi un moyen de les remercier de ce soutien que je voulais dire là. C'est que ces 600 personnes qui sont prêtes à se mobiliser autour de la justice restaurative, à nous donner du temps, etc. Donc là, nous, on est en train de... on va commencer là, ce mois-ci à lancer la structuration d'un réseau de bénévoles sur tout le territoire pour justement pouvoir répondre à toutes ces demandes-là, dans l'espoir justement qu'il y ait cet effet-là dont tu parles, Serge. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas le faire autrement aussi qu'avec des bénévoles, parce qu'il n'y a pas l'argent pour le faire. Clairement, on ne nous la donne pas. Et le problème, il est là aussi. C'est que ouvrir les portes, oui, mais il faut avoir les moyens d'accompagner aussi des bénévoles. Donc ça, c'est un autre défi, du coup, suscité par ça. Mais oui, c'est sans doute la voie qu'il faut prendre. J'avais envie de revenir sur... Donc, je ne suis pas du tout juriste, sur cette question de la... Du coup, je ne me rappelle plus le nom de l'article, mais sur la question de la non-dénonciation des crimes. En fait, j'ai un étonnement de la manière dont c'est porté au sein du milieu de la justice restaurative, cette loi-là. Parce que, par expérience, et puis à travers tout un tas de discussions avec des travailleurs sociaux, même avec des fonctionnaires au sein de l'éducation nationale, par exemple, pour l'autre article qui est adressé aux fonctionnaires, en fait, il y a effectivement ces textes qui existent, mais ces textes ne sont... en grande majorité pas appliqués, ou alors appliqués de manière nuancée. C'est-à-dire que non, tous les professeurs de l'éducation nationale, les instituts, etc., les travailleurs sociaux auprès de la protection de l'enfance, les travailleurs sociaux de manière plus générale, les éducateurs de la PJJ, etc., non, ne dénoncent pas systématiquement quand ils ont connaissance d'un crime qui a eu lieu. Et donc, notamment, je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça. Donc, je vais présenter la justice restaurative au sein d'une association d'aide aux victimes qui fait partie du réseau Solidarité Femmes. Je présente et du coup, je donne... première question qu'ils me posent, c'est est-ce que vous prenez les cas extrajudiciaires, etc. Parce que 90% de notre public ne porte pas plainte. Je leur dis, c'est des réflexions qui sont en cours, mais il y a cette question-là. Et eux, ils nous disent, mais en fait, nous, on est sujet de cette loi-là. Enfin, on est sous le coup de cette loi-là. Et on ne l'applique pas. C'est-à-dire que non, quand on connaît un crime, qu'une personne vient nous voir, qu'elle nous raconte un crime, on ne la dénonce pas systématiquement. Alors après, il faut bien sûr nuancer. C'est-à-dire qu'il y a le texte et il y a l'esprit du texte. Et que l'esprit du texte, bien sûr, c'est de protéger les personnes vulnérables. Et ça, c'est bien sûr hyper important. Et donc, d'arriver, en fait, j'ai l'impression que dans tous les endroits du travail social, et peut-être plus largement, ce qui est retenu, c'est l'esprit de la loi, l'esprit de la protection des personnes qu'on accompagne, la responsabilité qu'on a en tant que travailleurs sociaux et tout ça. Et que dans le monde de la justice restaurative, on se pose la question d'une manière différente. Et donc, j'ai un certain étonnement. Pourquoi ? Donc voilà, est-ce que c'est parce que la justice restaurative en France aussi a été normalisée, institutionnalisée de cette manière-là au début ? Je ne sais pas. Mais voilà, je pose un peu la question, pourquoi nous serions sur un régime différent que les autres personnes qui accompagnent des personnes en situation de vulnérabilité ? Il y a trois éléments de réponse. Le premier, les travailleurs sociaux sont tenus au secret professionnel de par leur statut professionnel. Oui, voilà, les assistants sociaux. Voilà, il faut distinguer dans les. Voilà. Après, donc mais après les professeurs d'école, etc. Eux ne sont pas tenus à ça. Il n'y a pas de souci. Ensuite, après, il y a une question de dimensionnement, je dirais. Si j'étais le directeur de l'association paloise de justice restaurative, j'aurais des échanges, du reste qu'on peut avoir, mais en tant qu'institut national, avec le procureur de la République, avec un procureur général, qui, définissant une politique pénale locale et
vu avec eux, pouvoir avoir une espèce de définition de ce qui va être appliqué localement et qui nous permettrait de définir la limite claire entre là, effectivement, normalement, on devrait dénoncer, mais on peut continuer, et là, il va falloir qu'on dénonce parce que... Mais ça, à l'échelle nationale, c'est avec le ministère de la Justice qu'on a ce genre de discussion. Et le ministère de la Justice, il ne te dit pas « je déverrouille les portes ». Au contraire. Et ensuite, après, il y a que on intervient, même si c'est en extrajudiciaire, la justice restaurative, elle intervient quand même sur un sujet qui concerne quand même beaucoup l'autorité judiciaire, qui a été longtemps vu comme étant une espèce de concurrence, quelque chose qui vient empiéter sur... Et le fait est qu'aujourd'hui, clairement, la justice restaurative, elle est pas, c'est pas scrutée dès qu'on fait le moindre faux pas, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que la tolérance, elle est peut-être pas forcément la même non plus. Et donc, par conséquent, il y a une vraie crainte, comme il y a une vraie crainte que la justice restaurative, aujourd'hui, vienne prendre la place détourne un certain nombre de publics de la justice pénale, bien, c'est sûr que la justice restaurative est beaucoup plus scrutée sur ces sujets. Et le fait est qu'on n'a pas forcément le même niveau de tolérance. Après, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien. Donc et c'est pour ça que je dis, nous, en tout cas, à l'Institut, comme nous, on se positionne dans cette stature nationale, on ne peut pas vous dire, bah, ok, c'est interdit, mais allez. Alors que localement, quelque chose qui va être mis en place localement, dans une logique de partenariat, etc., ça, peut-être que ça devrait être plus possible. Parce que là, il y a des risques qui sont définis avec des autorités qui sont susceptibles de donner ces limites de tolérance, etc. Mais à l'échelle nationale, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en France, on est encore sur, et c'était un peu ce que je disais dans mes propos, la justice restaurative, ça a beau faire 15 ans, si on prend les expérimentations qu'on en fait. Et pour autant, on a l'impression que ce n'est pas encore si validé que ça, en fait, qu'on est quand même... Oui, on va dire qu'on surveille un peu. Et, contrairement, mais je te rejoins totalement, Thiel, dans ce cas-là, questionne toutes les associations d'aide aux victimes où on a des victimes qui viennent et qui nous disent bah, voilà ce que j'ai vécu. J'en fais quoi ? Je veux surtout pas déposer plainte et je fais quoi ? Et effectivement, qu'à aucun moment, on est venu nous toquer en nous disant « Eh oh, vous connaissez plein de crimes et vous dénoncez pas. » Là où, effectivement, on a une obligation, c'est dès qu'on a connaissance de faits de violences sexuelles sur mineurs. Là, pour le coup, tout ce qui va toucher les mineurs, bien évidemment qu'on a un devoir de protection. Mais pour la question de l'auteur, enfin de tout ce qui va être majeur, ça va être un peu moins présent. Et encore, même quand c'est les mineurs, on va accompagner de qu'est-ce que tu souhaites faire de cette demande et on ne va pas faire un signalement. Bah, j'ai l'information à 15h51, à 15h52, elle quitte mon bureau et j'ai fait un signalement. Bien évidemment que ça s'accompagne avec la personne et qu'on essaye de lui donner le pouvoir d'agir et de savoir comment elle veut agir, etc. Sur la justice restaurative, on a encore vraiment regardé sur comment on fait et comment on met en place. Effectivement, en fonction des territoires, et c'est ce que dit Benjamin, ça se discute. Ça se discute parce qu'il y a effectivement des tribunaux qui sont bien conscients de ces non-plaintes. Ils sont aussi bien conscients de que font les personnes quand ils ne veulent surtout pas de procédure, et donc en fait, ils agissent tout seuls. Et ils sont bien conscients que ça, c'est dangereux. Alors que s'ils avaient été accompagnés, leurs attentes auraient entendu, on aurait travaillé avec eux sur les attentes, et ils n'auraient peut-être pas pris des décisions parfois qui sont, en tout cas, vraiment sur une mise en danger de la personne. Mais l'IFJR, comme finalement l'ARCA, effectivement, le ministère... On a quand même une convention avec eux. On nous demande de porter quand même un certain regard. Et donc, on se doit de porter ce regard-là. Même si, comme Benjamin l'a sous-entendu, mais je ne pense pas me tromper quand je dis, ce sont des discussions que nous avons avec le ministère. Ce sont des choses que nous leur portons. Pour côté de l'ARCA, c'est aussi des situations sur lesquelles on leur parle de pratiques restauratives. Justement, on met le terme de pratique restaurative
parce qu'on ne tombe pas réellement sous le champ où je vais parler tout à l'heure du programme de parrainage de résilience, qui est une pratique restaurative. Mais voilà, il y a des choses qui sont proposées pour ces personnes avec la philosophie de la justice restaurative, mais on y met une certaine nuance. Mais tu as raison de dire que y a plein de professionnels qui n'ont pas de secret professionnel et qui pour autant ont connaissance de faits qui pourraient être signalés au niveau des autorités. Et effectivement, on n'a plus de magistrat, c'est dommage, dans la salle, mais ça aurait été intéressant de savoir le nombre de professionnels qui ont été poursuivis pour non-dénonciation d'un crime, et je ne suis pas convaincue qu'on soit très très haut. Alors je dirais pas 0, parce qu'on a de la jurisprudence. On a quand même de la jurisprudence, notamment sur la question des psychologues, où leur code de déontologie non valide, on va dire rentré dans les il n'est pas validé entre guillemets, il n'est pas légalisé, et donc ce secret professionnel jusqu'à une décision judiciaire très récente était bien soulevé en disant qu'il reposait pas sur quelque chose, on va dire, de légal, et donc il ne pouvait pas être apposé comme ça régulièrement. Et on a énormément de jurisprudence sur la question du secret professionnel levé, où des psychologues ont justement dénoncé des faits. Et donc, on a pu justement avoir pas mal de jurisprudence là-dessus. Donc, on n'a pas 0, mais on n'en a pas non plus énormément. Oui, en tout cas, là, c'est pas la JR. Mais je me dis, ça veut dire que des poursuites pour des professionnels qui dénoncent ou qui ne dénoncent pas, en tout cas, ça peut être poursuivi malgré tout. Donc, se poserait la question, effectivement, en justice restaurative. Je ne sais pas s'il y a une dernière question dans la salle. Oui, je voulais bien une précision sur ce qui a été dit sur l'intolérance à l'égard de la justice restaurative, comme quoi, du coup, c'est une loi, cette chose concernant la dénonciation des crimes serait plus appliquée. Est-ce que sur quoi c'est fondé, avoir des exemples? Est-ce que c'est une crainte ou est-ce qu'il y a eu des exemples? Et pareil, ce sentiment de la part de la justice pénale d'être concurrencée par la justice restaurative, pareil, avoir des exemples qui témoignent de ça. Et aussi pour avoir un peu une idée. En fait, je pose la question de pourquoi est-ce qu'il faut absolument que ce soit validé par l'État, et je me demande si c'est de ça dont tu parlais, Serge, en se moquant un peu de cette façon qu'ont les Français d'institutionnaliser en amont même de la demande qui leur est faite. Et du coup, pourquoi on a besoin, pour des financements, après il y a plein d'associations qui sont financées autrement que par... Alors sur la question de la méfiance finalement de l'État, plutôt des tribunaux, il n'y a pas vraiment de texte, ça se passe même bien avec les juridictions. Là où en fait on peut parler de méfiance, c'est que si lorsque lors des copies, lors des réunions, lorsqu'on évoque la justice restaurative, on a encore parfois cette crainte j'ai envie de dire plutôt de non-maîtrise de la part des magistrats. C'est-à-dire que là, on leur dit, on vous informe de choses, mais c'est pas vous qui allez les gérer, c'est nous qui allons les gérer, mais on vous en informe. On vous demande quand même l'autorisation lorsqu'on est avec une interdiction d'entrer en contact, lorsqu'on est en présententiel, où là, ils ont un droit, ils peuvent refuser, mais il faut qu'ils le motivent. Donc, ils ont un contrôle qui est prévu dans notre circulaire. Il y a 2 contrôles qui sont prévus. Mais effectivement, ça peut se ressentir où, quand je disais toutes les limites qui nous sont posées, finalement, c'est une certaine aussi crainte qu'à un moment donné, on vienne prendre des dossiers qui appartiennent aussi du côté judiciaire et qu'on les déplace parce qu'ils ne sont pas sans savoir aussi que les justiciables ne sont pas toujours tout à fait d'accord ou contents du système judiciaire. Et donc, c'est dans ces éléments-là où on peut dire que parfois, il y a cette crainte du système judiciaire dans la justice restaurative qu'on ne se marche pas sur les plates-bornes. C'est plus en cela. Après, réellement trouver
de texte, il n'y a pas de texte, comme je disais. On a des textes de droit commun de notre code pénal et de notre code de procédure pénale. On n'a pas de jurisprudence, on n'a jamais eu d'affaires sur la question. Après, c'est plus dans des échanges avec les personnes ou dans les limites qui nous sont dit, ou même il y a encore des territoires où il n'y a pas du tout de convention, où on n'a pas du tout de justice restaurative parce qu'à la tête des tribunaux, eh bien, en fait, c'est un non. En fait, tout simplement, la personne ne croit pas en la justice restaurative ou n'en comprend pas le sens ou n'en voit pas l'intérêt. Et en fait, sur on n'arrive pas à avoir encore une belle photographie de la France où on a de la JR partout. On voit bien qu'en réalité, on a une grosse inégalité sur notre territoire en fonction des régions où il y a des parties de la France qui sont très, très investies par la justice restaurative, où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et on a des grosses parties de la France qui, pour le coup, j'aurais envie de dire, c'est le néant, quoi. Mais c'est le néant aussi parfois parce que... soit parce qu'il n'y a pas vraiment de structures qui vont porter, soit parce qu'en fait, on a une méfiance ou une non prise en considération. Je ne saurais pas dire, en fait, mais des professionnels qui sont parfois peu informés sur la justice restaurative et ce qu'est vraiment la justice restaurative. Et non pas juste cette croyance, encore pour beaucoup de personnes, de professionnels, quand on parle de justice restaurative, on parle de faire rencontrer deux personnes. C'est même, ils ont conscience que parfois c'est plusieurs personnes qui vont se rencontrer, mais concrètement, ils n'ont comme vision cela. C'est une rencontre et uniquement une rencontre. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe en amont. Ils ne se rendent pas compte que la rencontre n'est pas finalement une obligation et que bien souvent, en plus, ça ne se passe pas. Mais ils n'ont pas cette vision-là. Ils ont vraiment cette vision de « OK, c'est comme si on avait une demande de demain, une victime de viol qui vient nous voir et qui nous dit « Moi, je veux rencontrer mon agresseur ». Ils ont l'impression que 3 jours après, eh bien, on va mettre dans la même pièce la victime et l'agresseur, puis on va leur dire « Go, parlez ». Mais ça nous fait sourire. Mais encore sur certains territoires, on a besoin de déconstruire ça. On a besoin d'indiquer le temps. On a besoin de dire qu'on part des attentes, qu'on vient sécuriser. Enfin, on a encore tout ce travail en amont qui est fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut parler, encore une fois, de méfiance, de crainte de l'autorité judiciaire. Mais je te laisse compléter. Non, mais sur ces représentants, il suffit de voir les débats à l'Assemblée. Il y avait sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice, il y avait la question, il y avait des députés qui avaient proposé une information systématique qui soit faite aux victimes et aux auteurs sur leur droit, qui est reconnu dans le droit français, à être informés de la possibilité de faire une mesure de justice restaurative. Le ministre de la Justice précédent s'est opposé à ça en disant on va quand même pas forcer les victimes à faire de la justice restaurative. Donc on ne peut pas le faire partout et voilà. Donc, voilà, quand vous, bon, voilà, c'est aussi là où on en est, quoi, pour faire référence à. Mais donc après, oui, il n'y a pas une espèce de contrat mis sur la tête de la justice restaurative, pas du tout. Mais je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'endroits où on fait encore qu'on prouve qu'on ne vient pas ficher le bordel dans la justice, parce que c'est ça qu'ils craignent. Et plus on va aller sur leurs limites, il faut aller un peu sur leurs limites pour les challenger, mais il ne faut pas les dépasser parce que sinon on perd tout, en gros. Et c'est ce qu'on a pu voir quand même à certains endroits. À partir du moment où on est allé un peu trop loin, on perd tout. Donc il faut challenger les limites, juste ce qu'il faut pour que ça passe, que petit à petit on aille toujours plus loin. Je vais faire très rapide parce que le temps de parole des hommes par rapport aux femmes était un peu déséquilibré. Hein. Je m'autorise. Moi, je voulais juste dire, de nouveau en Belgique, on est peut-être chanceux. Il y a 2 choses qui me viennent par rapport au travail avec les magistrats, à la méfiance. J'ai l'impression que moi, j'ai fait une recherche en CRG il y a 10 ans et je trouve que la posture des magistrats par rapport à la JR, j'ai l'impression, est différente. Alors, je ne sais pas si... L'année passée, on a été formés des magistrats. Je crois qu'ils avaient 25-26 ans. Je ne sais pas si c'est l'âge qui change, mais je trouve qu'il y a moins de méfiance, il y a moins cette crainte de dire je vais perdre le contrôle sur mon suivi. C'est plutôt si vous pouvez prendre un peu, on a beaucoup, n'hésitez pas.
C'est plutôt ça, on est plutôt dans comment est-ce que stratégiquement on peut être utile aux magistrats. Enfin, il y a quelque chose je trouve qu'on a un peu décalé. Et puis je pense vraiment que en fait ça reste chronophage, mais quand on peut prendre le temps de déconstruire tout ce que tu disais, par exemple, notamment surtout dans les contextes par exemple de violence conjugale, non, la rencontre n'est pas un objectif en soi. Je pense que ça décale très fort et qu'en fait il faut prendre ce temps-là et qu'ils l'ont pas toujours, on l'a pas toujours et que ça peut créer des dégâts. Et la dernière chose qui me venait, c'est aussi de pouvoir... alors nous, on a de nouveau des dispositions un peu différentes, mais le fait de ne pas dépendre du magistrat pour que l'offre puisse être faite, notamment aux victimes. Je pense que nous, on a une circulaire qui prévoit qu'à différents stades de la procédure, la victime est informée de toute une série de services. Et dans ces services, il y a médiante. Je crois que c'est aussi une manière... À la fois, on a le revers, c'est qu'on ne dépend plus des magistrats et en même temps, le fait que ce soit systématisé et qu'on ne dépende plus des magistrats, ça oblige moins le magistrat on doit refaire tout un travail de sensibilisation pour que lui puisse aussi se le réapproprier. Mais je pense que ça aussi, c'est peut-être des pistes intéressantes, mais voilà. Mais il est 4h04. Oui, on va malheureusement devoir s'arrêter là parce qu'on a quand même une deuxième table ronde cet après-midi. Mais merci en tout cas encore une fois pour vos riches interventions.